Elle a été sauvée par l'homme que tout le monde évitait, et ce geste a tout changé à jamais. Pouvez-vous imaginer être admiré par tant de gens, mais sentir que personne ne vous voit vraiment, jusqu'à ce que le plus improbable des hommes vous révèle celle que vous avez toujours voulu être? Cette histoire s'est déroulée dans l'arrière-pays profond, en 1928, dans un petit village nommé Saint-Sébastien-du-Val. Avant de continuer, dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Votre présence ici signifie beaucoup et aide cette chaîne à grandir pour vous apporter plus d'histoires émouvantes comme celle-ci. Catherine Delacroix avait 26 ans et était sans aucun doute la jeune femme la plus admirée de Saint-Sébastien-du-Val. Fille d'Antoine Delacroix, propriétaire de l'épicerie principale du village, elle avait grandi en connaissant presque toutes les familles de la région. Son père était un homme respecté, un travailleur honnête qui avait bâti son commerce de ses propres mains au fil de 30 années. L'épicerie trônait en plein centre du bourg, une bâtisse aux murs épais et aux larges fenêtres qui laissaient entrer la lumière dorée des après-midi d'été. On y vendait de tout, de la farine et du sucre jusqu'aux tissus importés et aux outils agricoles. C'était le point de rencontre naturel, l'endroit où les nouvelles circulaient aussi vite que les marchandises. Catherine aidait son père depuis qu'elle était fillette. Elle connaissait chaque client par son nom, savait les histoires de chaque famille, se souvenait de ces petits détails qui font que les gens se sentent considérés. Lorsque Madame Irène entrait en cherchant du fil à broder, Catherine sortait déjà la nuance de bleu qu'elle préférait. Quand le père Boniface venait chercher son tabac, elle s'enquérait de la santé de son épouse, qui se remettait d'une grippe. C'étaient des gestes simples mais sincères. Catherine se souciait vraiment des autres. Sa nature affectueuse et attentionnée n'était pas une stratégie commerciale, c'était simplement ce qu'elle était. Et il était impossible de ne pas remarquer sa beauté. Des cheveux châtains longs qui brillaient comme du miel au soleil, des yeux couleur d'ambre emplis de chaleur humaine, un sourire qui illuminait n'importe quelle pièce. Elle n'avait pas besoin de robes élaborées ni de bijoux coûteux. Elle portait des vêtements simples, mais toujours propres et soignés. Pourtant, ou peut-être précisément pour cette raison, elle attirait l'attention partout où elle allait. Les hommes tournaient de la tête quand elle passait dans la rue. Les conversations s'interrompaient lorsqu'elle entrait dans l'église le dimanche. Des soupirs presque audibles suivaient ses pas. Mais cette admiration constante était devenue un fardeau trop lourd. Catherine avait perdu le compte des prétendants qui s'étaient présentés à l'épicerie pour demander à son père la permission de la courtiser. Tous disaient les mêmes choses. Qu'elle était la plus belle fille qu'ils aient jamais vue, qu'elle ferait une épouse parfaite, qu'il ferait n'importe quoi pour elle. De belles paroles, mais vides de sens. Aucun d'eux ne demandait ce qu'elle aimait faire. Aucun ne s'intéressait à ce qu'elle pensait. Ils voulaient l'exhiber, pas la connaître. Ils voulaient la belle Catherine à leur côté, comme on veut un beau tableau au mur. Il y eut le fils du juge, un garçon bien mis qui parlait de politique et de son brillant avenir, mais qui ne s'enquit pas une seule fois de ses rêves à elle. Il y eut le neveu du riche propriétaire terrien de Saint-Julien, arrivé sur un cheval de pure race, qui prit soin de mentionner 3 fois dans la même conversation l'étendue des terres familiales. Il y eut même le nouvel instituteur de l'école, un homme éduqué qui citait des poètes romantiques, mais regardait Catherine comme on admire une sculpture dans un musée, belle mais distante, un objet à apprécier. Catherine les éconduisait tous avec politesse. Sa mère, Madame Amélie, commençait à s'inquiéter, non qu'elle fît pression sur sa fille, mais elle glissait ces commentaires doux que font les mères, que Catherine avait déjà 26 ans, que les bons partis ne se présentaient pas tous les jours, qu'elle devenait trop exigeante. Son père était plus compréhensif, disant que sa fille se marierait quand elle trouverait un homme qui la mériterait. Mais même lui lançait parfois des regards interrogateurs, comme s'il ne comprenait pas bien ce qu'elle attendait. La vérité, c'est que Catherine elle-même ne savait pas bien l'expliquer. Elle sentait seulement profondément qu'elle voulait être aimée pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle paraissait être. Elle voulait quelqu'un qui voit au-delà du joli visage,
quelqu'un d'authentique, de vrai, qui n'aurait pas besoin de l'impressionner avec des biens ou des phrases apprises par cœur, quelqu'un dont les actes parleraient plus fort que les promesses. Tandis que Catherine vivait entourée d'une attention qu'elle ne désirait pas, de l'autre côté de l'équation existait un homme qui vivait dans la solitude la plus complète. Vincent Dumont était propriétaire du domaine du Roc Noir, une propriété considérable à environ 2 lieues du village, nichée sur les pentes des collines escarpées qui donnaient leur nom au lieu. La ferme avait appartenu à son père, un homme dur qui était mort 8 ans plus tôt, laissant tout à son fils unique. Vincent gérait les terres seul depuis lors. Sa réputation au village était terrible. On disait que c'était un homme dangereux, au tempérament violent, que personne ne parvenait à travailler pour lui, car il était impossible à aborder. On disait qu'il vivait comme un ours mal léché, qu'il passait des mois sans descendre au village, et que lorsqu'il apparaissait, ce n'était que pour vendre du bétail et acheter le strict nécessaire avant de disparaître à nouveau. On disait même, dans des murmures plus dramatiques, qu'il cachait un terrible secret là-haut sur le roc, quelque chose qui expliquait pourquoi il avait choisi de vivre ainsi. Vincent descendait à Saint-Sébastien-du-Val, peut-être 1 fois par mois. Toujours seul, toujours monté sur le même cheval alezan à la crinière sombre. Il arrivait en début de matinée, menait ses affaires avec une efficacité silencieuse, et repartait avant midi. Il ne saluait personne, au-delà du strict nécessaire. Il ne s'arrêtait pas pour bavarder, il ne souriait pas. Lorsqu'il entrait dans l'épicerie d'Antoine Delacroix pour acheter des provisions, il laissait une liste écrite sur le comptoir, attendait en silence pendant qu'on préparait les produits, payait la somme exacte et s'en allait d'un hochement de tête qu'on pouvait à peine qualifier d'au revoir. Les gens s'écartaient littéralement sur son passage. Les mères tiraient de leurs jupes comme si le simple contact avec son ombre pouvait contaminer. Les hommes évitaient son regard. Les enfants le pointaient du doigt et chuchotaient jusqu'à ce qu'un adulte leur ordonne d'arrêter. Vincent ignorait tout cela. Son expression restait toujours la même, fermée comme une porte verrouillée, la mâchoire tendue, les yeux fixés sur un point lointain. Il portait des vêtements de travail simples, un chapeau à large bord qui cachait la moitié de son visage, et des bottes usées par le labeur. Catherine l'avait aperçu quelquefois au fil des années, toujours à la dérobée. Il n'entrait jamais dans l'épicerie quand elle était au comptoir, comme s'il évitait même la possibilité d'une interaction. Elle avait entendu les histoires, bien sûr. Tout le village parlait de lui. Mais Catherine avait appris à ne pas se fier aveuglément au commérage. Les gens adoraient transformer l'inconnu en monstre. Ce fut par un après-midi de mars que leurs chemins se croisèrent véritablement. Catherine était allée rendre visite à Madame Lucienne, une vieille amie de la famille qui vivait dans une petite ferme à 1 heure de cheval du bourg. La visite avait été agréable, ponctuée de thé et de bonnes conversations. Madame Lucienne allait mieux de l'arthrite qui la tourmentait, et Catherine lui avait apporté un baume que sa mère préparait avec des herbes. Elles restèrent à discuter plus longtemps que prévu, et lorsque Catherine prit enfin congé, le soleil commençait déjà à décliner à l'horizon. Elle conduisait la petite charrette que son père lui avait prêtée, tirée par Étoile, une jument douce qui connaissait le chemin. Le ciel était chargé depuis le matin, des nuages lourds couleur de plomb qui promettaient l'orage, mais Catherine avait pensé pouvoir arriver avant la pluie. Elle se trompait. Alors qu'il restait encore 1 demi-heure de trajet, les premières gouttes commencèrent à tomber. En quelques minutes, ce fut le déluge. La pluie tombait avec une violence brutale, une de ces giboulées de mars qui transforment les routes en rivières et le monde en un flou grisâtre. Catherine parvenait à peine à voir à 2 mètres devant elle. Étoile avançait avec difficulté, nerveuse, à cause du tonnerre qui déchirait le ciel. Catherine tenait les rênes fermement, complètement trempée, essayant de garder son calme malgré son cœur qui battait la chamade. La grande erreur fut de tenter de traverser le gué du ruisseau. En temps normal, le ruisseau était un filet d'eau cristalline qui coulait sur des pierres lisses, si peu profond qu'il ne mouillait même pas la semelle des bottes.
Mais avec cette pluie torrentielle, il s'était transformé en un courant marron et furieux, beaucoup plus large et profond que d'habitude. Catherine hésita sur la rive, un pont se trouvait plus loin, mais le détour ajouterait presque 1 heure au trajet. Elle était trempée, tremblante de froid, désespérée d'arriver chez elle. Elle pensa qu'elle pourrait passer rapidement. Étoile entra dans l'eau, les premiers pas furent fermes, mais au milieu de la traversée, là où l'eau battait le poitrail de la jument, une vague plus forte arriva latéralement. La charrette oscilla violemment. Une roue trouva un trou invisible sous l'eau boueuse. Tout se passa trop vite. La charrette versa. Catherine fut projetée dans l'eau glacée et furieuse. Le froid vola l'air de ses poumons. Le courant l'attira avec une force effrayante. Catherine tenta de se mettre debout, mais ne trouva pas le fond. Elle essaya de nager, mais l'eau l'entraînait, la faisant tourner, la désorientant complètement. Elle avala de l'eau, toussa, cria à l'aide, sachant pertinemment que personne ne l'entendrait. Ses lourdes jupes la tiraient vers le bas. La panique s'empara d'elle. Elle allait mourir là, noyée dans un ruisseau qu'elle connaissait depuis toujours, à quelques kilomètres de chez elle. C'est alors qu'une main forte saisit son bras. Catherine ne vit même pas d'où il venait. Soudain, il y avait un homme dans l'eau, grand et solide comme un roc, la tenant avec une force qui ne souffrait aucune discussion. Il la tira contre son torse. Une voix grave cria près de son oreille de ne pas lutter. Catherine obéit par pur instinct. L'homme la porta à travers le courant avec une détermination inébranlable, chaque pas ferme et mesuré. Ses muscles se tendaient sous sa chemise détrempée. Il n'hésitait pas, ne vacillait pas. Ils atteignirent la rive. L'homme la déposa sur l'herbe mouillée avec un soin surprenant pour la force brute qu'il avait démontrée quelques secondes plus tôt. Catherine tomba à genoux, crachant de l'eau, tremblant violemment. Sa vision était brouillée par la pluie et la peur. Il lui fallut quelques secondes pour réussir à faire le point. Lorsqu'elle leva enfin les yeux, elle vit le visage de son sauveur. C'était Vincent Dumont. Il était agenouillé à côté d'elle, ses cheveux noirs collés sur son front, l'eau ruisselant sur son visage anguleux. Ses yeux étaient sombres, presque noirs, intenses d'une manière qui tranchait à travers la tempête. Vincent demanda si elle était blessée. Sa voix était grave, rêche, mais on y décelait une inquiétude sincère. Catherine secoua la tête, encore incapable de former des mots. Il l'examina rapidement d'un œil professionnel, comme quelqu'un habitué à évaluer les blessures des animaux. Il sembla satisfait de ne rien trouver de cassé. Vincent retira le manteau de cuir qu'il portait, lourd et encore relativement sec à l'intérieur, et le posa sur ses épaules. Le geste fut rapide, presque brusque, mais attentionné. Catherine sentit la chaleur résiduelle de son corps dans le cuir, une odeur de travail, de terre, et quelque chose d'indéfinissable qui n'appartenait qu'à lui. Vincent dit qu'il devait s'abriter de la pluie. Elle tenta de protester, de dire qu'elle devait récupérer la charrette, chercher Étoile, mais il l'aidait déjà à se relever. Il y avait une petite construction non loin de là, un abri à outils qu'un fermier entretenait près de la route. Vincent la guida jusque-là d'une main ferme, mais sans agressivité sur son coude. L'intérieur sentait le bois humide et la terre. Ce n'était pas grand-chose, mais cela protégeait de la pluie. Vincent craqua une allumette, trouva une vieille lanterne accrochée au mur. La faible lumière jaune transforma l'espace minuscule en une bulle de sécurité au milieu du chaos extérieur. Catherine réussit enfin à parler, sa voix sortant en tremblement. Elle tenta de remercier. Vincent l'interrompit d'un geste de la main disant que ce n'était pas nécessaire. Elle insista en demandant son nom. Il hésita visiblement, comme si donner cette information était une concession difficile. Finalement, il répondit « Vincent Dumont ». Catherine sentit la reconnaissance la frapper. C'était donc lui, le fermier sévère, l'homme que tous craignaient. Le même homme qui venait de risquer sa propre vie pour la sauver sans hésiter une seconde. Elle donna son nom. Catherine Delacroix.
Vincent acquiesça légèrement, comme s'il le savait déjà. Bien sûr qu'il le savait, pensa-t-elle. Tout le monde au village connaissait tout le monde, même s'ils ne se parlaient pas. Un silence étrange tomba entre eux, rempli seulement par le martèlement furieux de la pluie sur le toit en zinc. Vincent évitait de la regarder directement. Il restait près de la porte, comme prêt à sortir au premier signe qu'il n'était plus nécessaire. Catherine réalisa qu'elle tremblait non seulement de froid, mais d'une réaction retardée à la panique. Elle avait failli mourir. Si Vincent n'était pas apparu, elle se serait noyée. La réalité de la chose la frappa de plein fouet. Les larmes vinrent sans permission, se mêlant à l'eau de pluie qui coulait encore de ses cheveux. Elle tenta de cacher son visage, honteuse de sa faiblesse, mais les sanglots la trahirent. Vincent s'approcha avec hésitation, clairement mal à l'aise. Ce n'était pas un homme habitué à gérer les émotions d'autrui. Il resta là figé un instant, manifestement partagé entre l'instinct d'aider et le désir de garder ses distances. Finalement, d'un mouvement rigide, il s'assit sur une vieille caisse qui servait de banc, gardant une distance respectable, mais lui tenant une compagnie silencieuse. Sa présence était étrangement réconfortante, solide, fiable, sans rien exiger. Après quelques minutes, Catherine réussit à se contrôler. Elle essuya son visage du revers de la main, prit une profonde inspiration. Elle s'excusa pour sa faiblesse. Vincent répondit que ce n'était pas de la faiblesse, que c'était une réaction naturelle après avoir failli mourir. Sa voix était plus douce qu'elle ne l'attendait. Il ajouta qu'elle avait été courageuse en essayant de contrôler sa peur dans l'eau, que beaucoup auraient paniqué complètement. Catherine l'observa pour la première fois sans le filtre des histoires du village. Vincent était un homme grand, aux épaules larges, de quelqu'un qui travaille dur tous les jours. Il avait environ 30 ans, peut-être un peu plus. Un visage anguleux, une mâchoire forte couverte d'une barbe de quelques jours, un nez qui avait été cassé à un moment du passé. Il n'était pas beau au sens conventionnel, mais il y avait quelque chose de magnétique chez lui. L'intensité du regard, la compétence dans les mouvements. L'économie de mots qui donnait à chacun d'eux plus de sens. Elle tenta d'engager la conversation. Demanda s'il retournait à la ferme quand il l'avait vu. Vincent confirma par un monosyllabe. Elle demanda s'il vivait seul là-haut. Il confirma de nouveau. Elle tenta une autre approche, commenta qu'elle n'avait jamais visité le Roc Noir, qu'on disait que c'était un bel endroit. Vincent répondit que c'était juste une ferme comme une autre. Clairement, ce n'était pas un homme de conversation. Mais Catherine perçut quelque chose de crucial. Vincent n'était pas impoli, n'était pas cruel, n'était pas dangereux. Il était juste, réservé. Fermé, oui, mais pas menaçant. Il y avait une gentillesse cachée sous l'armure de silence. Elle l'avait vu dans le geste de prêter son manteau, dans la façon dont il avait allumé la lanterne pour donner lumière et réconfort, dans la manière dont il s'était assis pour lui tenir compagnie, même sans savoir quoi dire. La pluie diminua progressivement, passant du déluge à une bruine persistante. Vincent se leva, dit qu'il devait vérifier s'il pouvait récupérer la charrette et trouver la jument. Catherine tenta d'y aller avec lui, mais il refusa fermement. Il lui ordonna de rester là, au chaud et en sécurité. Avant qu'elle ne puisse discuter, il était déjà sorti. Catherine resta seule, dans le petit abri, enveloppée dans son manteau qui sentait la masculinité et le travail honnête. Son esprit tournait à toute vitesse. Vincent Dumont n'était rien de ce que les gens disaient. C'était un héros silencieux, un homme d'action plutôt que de parole, quelqu'un qui avait sauvé une parfaite étrangère sans attendre récompense ou remerciement. Il n'avait pas demandé qui elle était avant de sauter à l'eau. Il ne s'était pas soucié de sa beauté ou de sa position sociale. Il avait simplement vu quelqu'un en danger et avait agi. Vincent revint 20 minutes plus tard. Il ramenait Étoile par le licol, la jument mouillée mais indemne. La charrette était endommagée, mais il avait réussi à la retourner et à la tirer hors de l'eau. Elle pourrait être réparée. Pas aujourd'hui, mais elle n'était pas perdue. Il dit tout cela en quelques phrases directes.
Catherine tenta de remercier de nouveau avec plus d'emphase. Vincent fit simplement un signe de tête, clairement mal à l'aise avec la gratitude. Il proposa de la ramener au village. Son cheval était attaché non loin, une bête grande et forte capable de les porter tous les deux. Catherine accepta, non pas parce qu'elle ne pouvait pas monter Étoile seule, mais parce qu'elle réalisa que cela pourrait être sa seule chance de passer plus de temps avec lui. Vincent l'aida à monter d'abord, puis grimpa derrière elle avec le mouvement fluide de quelqu'un qui a passé sa vie entière sur des chevaux. Il maintint une distance respectueuse, mais inévitablement, ils étaient proches. Catherine pouvait sentir la chaleur solide de son corps dans son dos, pouvait entendre sa respiration régulière, pouvait sentir la sécurité qui émanait de sa présence. Le voyage de retour fut silencieux. Vincent guidait le cheval d'une main experte, évitant les pires trous de la route boueuse. Étoile les suivait docilement, attachée derrière. La bruine continuait, transformant le monde en une aquarelle floue de verts et de gris. Catherine tenta d'engager la conversation quelquefois. Elle commenta la violence de la tempête. Vincent approuva d'un son neutre. Elle mentionna qu'elle avait eu de la chance qu'il passât par là. Vincent dit que chance était un mot fort. Il passait par ce chemin chaque fois qu'il descendait de la ferme. Elle demanda s'il descendait souvent. Vincent répondit que non, pas beaucoup. C'était comme essayer de converser avec une pierre. Mais Catherine ne s'en formalisa pas. Il y avait quelque chose d'apaisant dans son silence. Ce n'était pas un silence gênant ou hostile, c'était juste du silence. Vincent ne ressentait pas le besoin de remplir l'air avec des mots vides. Et après le bourdonnement constant des admirateurs qui ne s'arrêtaient jamais de parler pour ne rien dire d'important, ce silence honnête était rafraîchissant. Ils arrivèrent au village alors que le crépuscule tombait déjà. Les fenêtres commençaient à s'allumer de la lumière jaune des lampes à pétrole. Vincent s'arrêta devant l'épicerie d'Antoine Delacroix. Il descendit le premier, puis offrit sa main pour aider Catherine. Elle l'accepta, sentant la force calleuse de cette grande main. Lorsque ses pieds touchèrent le sol, elle tenta une fois de plus de remercier convenablement. Elle dit qu'il lui avait sauvé la vie, qu'elle ne savait pas comment le rétribuer, qu'elle aimerait faire quelque chose pour lui. Vincent la regarda enfin directement dans les yeux. Il y avait quelque chose d'intense dans ce regard, quelque chose qui fit s'accélérer le cœur de Catherine d'une façon qui n'avait rien à voir avec le froid ou la frayeur de la quasi-noyade. Il dit qu'il n'avait pas besoin de rétribution. Il dit que n'importe qui aurait fait la même chose. Catherine répondit que non, que n'importe qui n'aurait pas risqué sa propre vie ainsi. Il n'eut pas de réponse à cela. La porte de l'épicerie s'ouvrit brusquement. Antoine Delacroix sortit en courant, le visage marqué par l'inquiétude. Catherine, il était mort d'angoisse, se demandant où elle était avec cette terrible tempête. Madame Amélie apparut juste derrière son mari, tout aussi affolée. Catherine tenta d'expliquer ce qui s'était passé, mais fut interrompue par sa mère, qui la tirait déjà vers l'intérieur, parlant de vêtements mouillés et de risque de pneumonie. Lorsque Catherine regarda en arrière pour dire au revoir à Vincent, il était déjà en train de remonter à cheval. Antoine Delacroix réalisa seulement à ce moment qui était l'accompagnateur de sa fille. Son visage changea, la surprise se mêlant à quelque chose ressemblant à de la prudence. « Vincent Dumont !» salua-t-il formellement. Vincent fit un signe de tête, geste minimal de reconnaissance. Antoine demanda ce qui s'était passé. Vincent expliqua en 3 phrases courtes. La charrette de la demoiselle avait versé dans le ruisseau, il l'avait sortie de l'eau, il l'avait ramenée. Aussi simple que ça. Antoine commença à remercier, mais Vincent faisait déjà tourner son cheval. Il dit que la charrette était restée dans un abri près du ruisseau, qu'il envoie quelqu'un la chercher demain. Et puis, sans attendre plus de mots, il partit. Les gens dans la rue s'arrêtaient pour observer, chuchotant entre eux. Vincent Dumont et la belle Catherine Delacroix. Quelle rencontre improbable. Les commérages commenceraient avant même que le soleil ne se lève. À l'intérieur, Catherine changea de vêtements pendant que sa mère chauffait de l'eau pour le bain et préparait du thé chaud.
Elle raconta toute l'histoire, depuis la décision imprudente de traverser le ruisseau jusqu'au sauvetage dramatique. Madame Amélie écoutait, la main sur la poitrine, alarmée de voir à quel point sa fille avait frôlé la mort. Antoine écoutait en silence, l'expression pensive. Lorsque Catherine mentionna combien Vincent avait été gentil et attentionné, comment il avait cédé son propre manteau pour la réchauffer, comment il avait allumé la lanterne et lui avait tenu compagnie jusqu'à ce que la tempête passe, Antoine et Amélie échangèrent un regard significatif. Catherine le remarqua. Elle demanda ce qu'il y avait. Son père hésita. Finalement, il dit qu'il était reconnaissant envers Vincent d'avoir sauvé sa fille, mais qu'il ne connaissait pas bien l'homme. Personne ne le connaissait. Il vivait isolé depuis des années, ne parlait à personne, avait la réputation d'être difficile. Catherine sentit l'irritation monter. « Difficile », répéta-t-elle. Il venait de lui sauver la vie sans hésiter, sans rien demander en retour. Il ne lui semblait pas difficile. Il semblait décent. Il semblait plus authentique que tous les hommes beaux parleurs qui venaient faire la cour avec des mots jolis, mais vides. Madame Amélie commença à dire quelque chose sur le fait de ne pas juger sur les apparences, mais Catherine l'interrompit en disant que c'était exactement ce qu'elle faisait. Elle ne jugeait pas sur les apparences, elle jugeait sur les actes. Le sujet fut laissé de côté, mais Catherine ne put s'arrêter d'y penser. Cette nuit-là, allongée dans son lit, enveloppée dans des couvertures chaudes, elle revivait chaque instant. La force de ses mains la tirant du courant. L'intensité de ses yeux sombres, la voix grave disant qu'elle avait été courageuse, le silence confortable durant le voyage de retour. Et surtout, ce dernier regard avant qu'il ne parte, chargé de quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer mais qui avait fait bouger quelque chose dans sa poitrine. Vincent Dumont n'était pas ce que les gens disaient. Et Catherine voulait le connaître pour de vrai. Les jours suivants furent étranges. L'histoire du sauvetage se répandit dans le village avec une vitesse impressionnante, gagnant des détails dramatisés à chaque nouvelle version. Certains disaient que Catherine avait failli mourir, d'autres que Vincent avait dû nager à contre-courant sur 100 mètres en la portant. Il y eut même quelqu'un pour dire qu'il avait utilisé un lasso pour la tirer de l'eau, ce qui était absurde. Mais les ragots n'ont jamais eu besoin de logique pour prospérer. La réaction du village fut mitigée. Certains admiraient l'héroïsme de Vincent, disaient que peut-être il n'était pas si mauvais qu'on le pensait. D'autres restaient méfiants, commentaient qu'il était étrange qu'il se trouvât justement là, à ce moment-là, comme s'ils insinuaient quelque chose de sinistre dans ce timing commode. Et il y avait ceux qui ne savaient simplement pas quoi penser. Vincent Dumont restait une énigme que le village ne parvenait pas à déchiffrer. Quant à Catherine, elle devint le centre d'une attention encore plus grande que d'habitude. Les gens s'arrêtaient à l'épicerie juste pour entendre l'histoire de première main. Les femmes posaient des questions intrusives sur ce que ça faisait d'être si proche du fermier mystérieux. Les hommes, surtout les prétendants rejetés, faisait des commentaires voilés sur la chance qu'elle avait eue d'être secourue par quelqu'un, n'importe qui, même si c'était Vincent Dumont. Le ton de dédain ne passa pas inaperçu. Jean Tessier, le fils du forgeron et l'un des courtisans les plus persistants, fut particulièrement désagréable. Il apparut à l'épicerie 2 jours après l'incident, prenant soin de parler assez fort pour que Catherine et d'autres clients entendent. Il commenta qu'il était dommage qu'une demoiselle aussi raffinée que Catherine dût devoir une faveur à un homme comme Vincent Dumont. Il dit que c'était gênant, qu'elle devrait se méfier du genre de gratitude que les hommes solitaires espéraient recevoir. Catherine sentit la colère bouillir. Elle s'approcha de Jean avec une expression qui fit reculer le garçon d'un pas. Elle dit, d'une voix contrôlée mais ferme, que Vincent n'attendait rien, qu'il avait sauvé sa vie par pure bonté et que Jean devrait avoir honte de salir la réputation d'un homme aussi honorable. L'épicerie tomba dans un silence absolu. Jean sortit en tapant du pied, le visage rouge d'humiliation. Les commérages gagnèrent une nouvelle couche, Catherine Delacroix défendant Vincent Dumont. Intéressant, Catherine savait qu'elle devait remercier convenablement.
Le manteau de Vincent était encore à la maison, sec et plié avec soin. Elle décida de l'utiliser comme excuse. Elle passa l'après-midi entier à préparer des douceurs, sa spécialité. Elle fit des meringues légères, des sablés au beurre, de la confiture de coin. Elle emballa tout avec soin dans un panier doublé d'un linge propre, posa le manteau par-dessus et annonça qu'elle irait jusqu'au Roc Noir rendre le vêtement et remercier comme il se devait. Madame Amélie protesta immédiatement. Il n'était pas convenable pour une jeune fille célibataire de rendre visite à un homme seul, dans une ferme isolée. Que diraient les gens? Catherine répondit que les gens parlaient déjà de toute façon. Alors peu importait. Qu'elle ne ferait rien d'inconvenant, qu'elle remettrait seulement un remerciement mérité. Son père intervint, dit que si Catherine était déterminée, alors il l'accompagnerait. Catherine accepta, sachant que c'était le meilleur compromis qu'elle obtiendrait. Le domaine du Roc Noir se trouvait à 2 heures de route. Le chemin montait à travers les collines, entouré de forêts denses et de champs ouverts où le bétail pâturait. C'était un bel endroit, Catherine devait l'admettre. L'air pur, le silence rompu seulement par les oiseaux et le vent, une sensation d'espace et de liberté que le petit village n'offrait pas. Elle comprenait pourquoi quelqu'un choisirait de vivre ici. La propriété en elle-même était bien tenue, ce qui surprit Catherine. D'une certaine manière, elle s'était attendue à trouver un endroit négligé, reflet de la solitude du propriétaire. Mais les clôtures étaient en ordre, les pâturages propres, la maison principale de pierre et de bois, solide et bien conservée. Ce n'était pas un manoir luxueux, mais une construction robuste et fonctionnelle. Il y avait des granges pour les outils, un enclos bien structuré et même un petit potager sur le côté. Tout indiquait un travail constant et compétent. Vincent était près de l'enclos quand ils arrivèrent, en train de réparer une barrière. Il était de dos, mais entendit le bruit de la charrette et se retourna. Catherine vit la surprise sincère sur son visage pendant une fraction de seconde avant que le masque neutre ne redescende. Vincent posa ses outils et marcha vers eux d'un pas mesuré. Il salua Antoine formellement, puis regarda Catherine avec quelque chose ressemblant à une interrogation. Catherine descendit de la charrette avec le panier. Elle expliqua qu'elle venait rendre le manteau et remercier convenablement. Elle tendit le panier, disant qu'elle avait fait quelque douceur, une petite démonstration de gratitude. Vincent hésita visiblement. Un instant, il sembla qu'il allait refuser, mais alors il prit le panier avec précaution, comme quelqu'un qui n'est pas habitué à recevoir des cadeaux. Il dit que ce n'était pas nécessaire, mais remercia d'un signe de tête. Un silence étrange tomba. Antoine tenta de le combler avec une conversation polie sur la ferme, commentant à quel point tout était bien tenu. Vincent répondit par des réponses minimales. Oui, il gérait tout seul. Non, ce n'était pas si difficile quand on a une routine. Oui, le bétail était en bonne santé cette année. La conversation mourait entre chaque échange. Catherine observait Vincent. Il évitait de la regarder directement, concentrant son attention sur son père. Il y avait de la tension dans ses épaules, un inconfort évident face à la situation sociale, mais elle remarqua des détails que d'autres ne verraient pas. La façon dont ses doigts tenaient le panier avec soin pour ne pas écraser les gâteaux, la façon dont son regard déviait brièvement vers elle quand il pensait ne pas être observé, la façon dont sa mâchoire se détendait légèrement quand elle souriait. Antoine finit par dire qu'il ne voulait pas prendre plus de temps, qu'ils étaient juste venus faire la livraison. Vincent remercia de nouveau pour la nourriture, dit qu'il n'aurait pas dû se donner cette peine. Catherine répondit que c'était un plaisir, qu'elle espérait qu'il aimerait. Leurs yeux se rencontrèrent pendant une seconde, brève mais intense. Quelque chose passa entre eux, une petite étincelle, mais indéniable. Vincent détourna le regard le premier, reculant d'un pas. Alors qu'il remontait déjà dans la charrette pour partir, Catherine ne put résister. Elle se tourna et demanda si Vincent descendrait au village dans les prochains jours. Il parut surpris par la question. Il répondit que peut-être à la fin de la semaine.
Elle dit que ce serait bon de le voir, qu'elle aimerait discuter davantage s'il avait le temps. Vincent ne répondit pas. Il resta juste là, debout, tenant le panier de douceur, l'expression indéchiffrable, tandis qu'il s'éloignait. Sur le chemin du retour, Antoine resta silencieux un long moment. Finalement, il dit, d'un ton prudent, que Vincent semblait être un homme décent, travailleur, que la ferme était en ordre et que cela en disait long sur son caractère. Mais il ajouta que c'était un homme très fermé, très isolé, et que Catherine devrait faire attention. « Attention à quoi » demanda-t-elle. Antoine hésita. « Attention aux attentes » répondit-il vaguement. Catherine comprit ce que son père ne disait pas. Il avait perçu son intérêt. Et il était inquiet. Vincent Dumont n'était pas un parti convenable au sens traditionnel. Il n'avait pas de vie sociale, pas d'amis au village, ne montrait aucun intérêt à tisser des liens. C'était un homme qui avait choisi la solitude. Antoine craignait que sa fille ne se blesse en essayant d'atteindre quelqu'un qui ne voulait pas être atteint. Mais Catherine ne parvenait pas à arrêter de penser à ce dernier regard. Il y avait quelque chose là, elle en était sûre. Quelque chose caché sous toute cette réserve. Vincent n'était pas incapable de ressentir, elle l'avait vu. Elle avait vu l'inquiétude sincère quand il l'avait sorti de l'eau. Elle avait vu la gentillesse quand il avait cédé son manteau. Elle avait même vu quelque chose ressemblant à de la chaleur dans ses yeux sombres quand elle lui avait souri aujourd'hui. C'était enterré profond, protégé par des années d'isolement auto-imposé. Mais c'était là. Et Catherine, pour la première fois de sa vie, avait senti une connexion réelle avec quelqu'un, pas une admiration superficielle, basée sur l'apparence, pas un intérêt calculé, basé sur la convenance, mais une reconnaissance profonde. Comme si quelque chose en elle avait identifié quelque chose en lui et avait répondu. C'était une sensation nouvelle, effrayante, excitante. Elle décida là même, sur le chemin du retour, tandis que le soleil se couchait en teignant le ciel d'orange et de rose, qu'elle n'abandonnerait pas. Vincent Dumont méritait d'être connu pour de vrai. Il méritait d'avoir quelqu'un qui voit au-delà de la fausse réputation. Et Catherine voulait être cette personne. Les jours suivants furent un exercice de patience. Catherine attendait la fin de la semaine, espérant que Vincent descendrait vraiment au village comme il avait dit qu'il le ferait peut-être. Elle se surprenait à regarder par la fenêtre de l'épicerie chaque fois qu'elle entendait des sabots de chevaux dans la rue. Sa mère le remarqua, lançait ses regards significatifs, mais ne faisait aucun commentaire. Jean Tessier apparut de nouveau essayant de reprendre son galant jeu, mais Catherine les conduisit si froidement qu'il sembla enfin comprendre le message et cessa de venir. Samedi arriva. Catherine se réveilla plus tôt que d'habitude. Aida à ouvrir l'épicerie, resta attentive. La journée passa lentement, chaque heure semblant en durer 3. Elle commença à penser que Vincent ne viendrait pas, qu'il avait peut-être changé d'avis, ou que son « peut-être » était juste une façon polie de dire non. Il commençait déjà à faire sombre quand elle entendit Madame Mathilde commenter avec une autre cliente qu'elle avait vu Vincent Dumont sortir de l'entrepôt du vieux Gustave, avec des sacs de grains. Le cœur de Catherine s'accéléra. Il était au village. Elle attendit, se forçant à paraître décontractée, continuant son travail normal. Quelques minutes plus tard, la porte de l'épicerie s'ouvrit. Vincent entra. Il s'arrêta une seconde quand il la vit, la surprise traversant rapidement son visage avant que l'expression neutre ne revienne. Catherine sourit, sentant des papillons dans le ventre, ce qui était une sensation complètement nouvelle. « Bonsoir », dit-elle d'une voix qu'elle espérait normale. Vincent fit un signe de tête, murmura une salutation basse. Il avait une liste écrite, comme toujours. Mais cette fois, au lieu de simplement la laisser sur le comptoir et d'attendre, il la remit directement dans la main de Catherine. Leurs doigts se touchèrent brièvement. Catherine en profita. Elle commenta qu'elle espérait qu'il avait aimé les douceurs. Vincent confirma que oui, elles étaient bonnes. Elle demanda laquelle avait été sa préférée. Il hésita, ne s'attendant clairement pas à la conversation, mais répondit que c'était les meringues. C'était peu.
mais c'était une ouverture. Catherine profita de chaque seconde pendant qu'elle séparait les articles de la liste. Elle posa des questions simples. Comment allait le bétail? Si la clôture qu'il réparait était finie? Si le temps avait laissé un répit pour le travail? Vincent répondait par des phrases courtes, mais il répondait. Il ne fuyait pas. Et Catherine réalisa quelque chose de crucial. Il ne semblait pas dérangé, juste déshabitué. Quand elle eut fini de tout préparer et qu'il eut payé, elle fit un saut dans le vide. Elle dit que son père avait commenté à quel point la ferme était bien tenue, que c'était impressionnant qu'il gère tout seul. Vincent fit quelque chose ressemblant à un sourire, tordu et petit, mais définitivement un sourire. Il dit que c'était un travail honnête. Elle approuva, ajouta que le travail honnête en disait long sur une personne. Il y eut une pause. Vincent prit les paquets, mais ne sortit pas immédiatement. Il resta là une seconde de plus, comme s'il voulait dire quelque chose, mais ne savait pas comment. Finalement, il murmura « Merci », pas seulement pour les provisions, mais pour le remerciement. Il dit qu'il n'était pas habitué à cela. Catherine répondit qu'il devrait l'être, qu'il avait fait une chose extraordinaire en la sauvant. Vincent secoua la tête, dit qu'il avait juste fait ce qu'il fallait. Et c'était là de nouveau. L'honnêteté brutale, l'incapacité d'accepter le crédit, l'authenticité absolue, tout ce que les prétendants polis et calculateurs n'avaient jamais eu. Catherine soutint son regard un long moment. Vincent ne détourna pas les yeux cette fois. Il y avait quelque chose qui grandissait là, fragile mais réel. Puis il cligna des yeux, rompit le contact, murmura un au revoir et sortit. Catherine resta là, le cœur battant fort, un sourire involontaire aux lèvres. Madame Mathilde, qui avait observé toute l'interaction avec un intérêt non dissimulé, commenta assez fort pour être entendue que c'était un développement intéressant. Catherine ignora. Elle ne se souciait pas des commérages. Pour la première fois en 26 ans, elle avait ressenti cette étincelle dont tout le monde parlait en se référant au grand amour. Et elle ne la laisserait pas s'échapper. Vincent Dumont ne le savait peut-être pas encore, mais elle était déterminée à le connaître, à le comprendre, à lui montrer qu'il méritait d'être vu, méritait la connexion, la chaleur, peut-être même l'amour. Et Catherine, la femme affectueuse que tous admiraient, mais que personne ne connaissait vraiment, avait enfin trouvé quelqu'un qui valait la peine d'être poursuivi. La plus belle histoire d'amour ne faisait que commencer. Les semaines qui suivirent furent celles d'une transformation silencieuse. Catherine ne fit pas de bruit, n'annonça pas ses intentions, mais commença à tisser un lien avec une patience qui aurait surpris ceux qui ne la connaissaient que superficiellement. Elle comprenait que Vincent n'était pas un homme à conquérir par des assauts directs ou des démonstrations dramatiques. C'était une forteresse construite pierre par pierre au fil des années, et elle ne pourrait être atteinte que de la même manière, doucement, avec respect, en prouvant que sa présence n'était pas une menace. Vincent se mit à descendre au village un peu plus fréquemment, pas chaque semaine, mais tous les 10 jours peut-être, parfois même avant. Il venait toujours à l'épicerie des Delacroix pour les provisions. Il trouvait toujours Catherine au comptoir, comme si elle avait développé un 6e sens pour être là exactement quand il apparaissait. Et toujours, inévitablement, ils échangeaient quelques mots au-delà du strict nécessaire à la transaction commerciale. C'étaient de petites conversations, des fragments qu'une autre personne pourrait considérer insignifiants. Catherine demandait des nouvelles de la ferme, et Vincent répondait avec des détails minimes, mais honnêtes. Il mentionnait que l'hiver arrivait tôt cette année. Elle commentait que sa mère faisait des conserves supplémentaires. Il disait qu'un des chevaux boitait. Elle suggérait une tisane d'herbe que son père utilisait pour les inflammations. C'étaient des échanges simples, mais chacun d'eux était une brique posée sur le pont entre deux mondes très différents. Et il y avait les moments. Ces secondes suspendues qui signifiaient plus que tous les mots. Quand Vincent tendait l'argent pour payer et que ses doigts effleuraient les siens, restant là une demi-seconde de plus que nécessaire.
quand Catherine riait de quelque chose, et que les yeux de Vincent s'adoucissaient, presque au bord du sourire, quand elle le surprenait en train de l'observer pendant qu'elle rangeait des marchandises, et qu'il détournait le regard rapidement mais pas assez vite. Quand il arrivait et que, avant même de saluer, il la cherchait des yeux, comme s'il avait besoin de confirmer qu'elle était là. Le village le remarqua, bien sûr. Saint-Sébastien-du-Val était trop petit pour les secrets. Les langues acérées commencèrent à faire des heures supplémentaires. On disait que Catherine s'abaissait, gaspillant sa beauté avec un homme qui savait à peine converser. On disait que Vincent profitait de sa gratitude pour le sauvetage. On disait que c'était une phase passagère, que bientôt Catherine retrouverait ses esprits et accepterait l'un des prétendants convenables qui la courtisait. Mais Catherine ne retrouva pas ses esprits. Au contraire, elle s'aventura encore plus profondément sur ce chemin que seule elle semblait voir. Elle commença à apparaître nonchalamment dans les endroits où elle savait que Vincent serait. Quand il allait à l'entrepôt du vieux Gustave, elle achetait par hasard des tissus dans la boutique d'à côté. Quand il s'arrêtait chez le forgeron pour commander des fers, elle surgissait en livrant un panier de pain que sa mère envoyait pour la femme du forgeron. Rien d'intrusif, rien de trop évident, mais constant, une présence douce mais persistante dans son orbite. Vincent réagissait avec une confusion visible au début. Il n'était pas habitué à être recherché, à être désiré comme compagnie. Les premières fois que Catherine apparut inopinément, il se raidit, presque défensif, comme un animal habitué à vivre seul, découvrant soudain une présence constante sur son territoire. Mais elle ne forçait jamais. Elle saluait, souriait, échangeait quelques mots légers et poursuivait son chemin. Elle n'exigeait pas d'attention. Elle offrait seulement sa compagnie. Ce fut par un matin de mai, alors que le froid commençait à mordre sérieusement, qu'eut lieu la première véritable avancée. Catherine revenait d'une visite chez Madame Lucienne, la même route qui avait mené au sauvetage des mois plus tôt. Cette fois, il n'y avait pas de tempête, juste un matin clair et froid avec du givre couvrant les champs comme du sucre poudré. Elle vit Vincent réparant une clôture près de la route, travaillant seul avec son efficacité caractéristique. Catherine arrêta la charrette. Vincent entendit et regarda, la surprise traversant son visage. Elle descendit avec le panier que sa mère lui donnait toujours quand elle visitait quelqu'un et marcha jusqu'à lui. « Je vous ai apporté du café chaud et du pain encore tiède, dit-elle en souriant. J'ai pensé que vous aimeriez vous réchauffer un peu. » Vincent hésita, les outils en main, visiblement partagés entre accepter la gentillesse et maintenir la distance de sécurité. La gentillesse gagna. Ils s'assirent sur une large pierre près de la clôture. Vincent but le café en silence, mais Catherine perçut le soupir presque imperceptible de satisfaction lorsque le liquide chaud descendit. Elle ne remplit pas le silence avec une conversation forcée. Elle resta juste là, appréciant le matin, l'air pur, la vue des collines au loin. Ce fut Vincent qui finit par parler. Il remercia pour le café, dit qu'il était bon. Elle sourit et répondit que le froid commandait cela. Alors, il demanda d'un ton qui suggérait que la question s'accumulait depuis longtemps. « Pourquoi faites-vous cela ?» Catherine comprit ce qu'il demandait vraiment. « Pourquoi est-ce que je cherche votre compagnie? Pourquoi est-ce que je persiste quand d'autres abandonneraient ?» Elle réfléchit soigneusement avant de répondre. Elle dit qu'il l'intriguait, qu'elle voyait en lui quelque chose que les autres ne voyaient pas. Qu'il avait sauvé sa vie sans rien attendre en retour, et que cela en disait plus sur son caractère que des années de conversation superficielle n'en diraient sur d'autres hommes. Vincent resta silencieux un long moment, regardant la tasse de café dans ses mains calleuses. Finalement, il dit, d'une voix plus basse que la normale, qu'elle ne savait rien de lui, que les gens avaient leur raison de le tenir à distance. Catherine répondit qu'alors, il devrait raconter, laisser qu'elle le connaisse pour de vrai, pas à travers les ragots, mais à travers lui-même. Vincent leva les yeux, rencontrant les siens. Il y avait une douleur ancienne là, quelque chose gardé depuis si longtemps que c'était devenu une partie de ses fondations.
Et alors, peut-être parce que le froid du matin exigeait une sorte de chaleur humaine, peut-être parce que des années de silence étaient enfin devenues trop lourdes à porter seul, Vincent commença à parler. Il raconta que ce n'était pas un mystère terrible qui l'avait isolé. Il n'y avait pas eu de trahison dramatique ou de tragédie spécifique. C'était quelque chose de plus insidieux. Il avait toujours été un homme de peu de mots, plus à l'aise avec le travail physique qu'avec la conversation sociale. Depuis jeune, il préférait la compagnie des animaux et de la terre à celle des humains. Lorsque son père mourut et lui laissa la ferme, Vincent avait 26 ans. Il tenta de participer à la vie du village pendant un temps. Il allait aux fêtes, aux bals, aux réunions à l'église, mais il ne s'intégra jamais. Il ne savait pas parler des choses qu'il fallait, ne comprenait pas les règles non écrites des interactions sociales. Il était trop direct, trop sérieux, trop calme. Les jeunes filles l'évitaient parce qu'il ne savait pas faire de compliments fleuris. Les hommes le trouvaient étrange parce qu'il préférait rentrer tôt au lieu de rester boire et raconter des histoires jusqu'à tard. Les rumeurs commencèrent. Qu'il était antipathique, arrogant, qu'il se croyait meilleur que les autres, qu'il y avait quelque chose qui clochait chez lui. Vincent tenta d'ignorer au début, mais c'était comme de l'acide goûtant, corrodant lentement. Chaque regard en biais, chaque conversation qui s'arrêtait quand il approchait, chaque invitation qui ne venait jamais. Il réalisa que les gens le jugeaient non pour ce qu'il faisait, mais pour ce qu'il ne faisait pas, pour ne pas sourire assez, pour ne pas parler assez, pour être différent. La goutte finale vint des années auparavant, quand il tenta de courtiser une jeune fille. Vincent ne dit pas son nom, et Catherine ne demanda pas. Il raconta qu'il avait cru qu'elle était différente, qu'elle le comprenait. Il passa des mois à rassembler son courage pour parler à son père, pour demander la permission de faire une cour officielle. Lorsqu'il le fit enfin, le père de la jeune fille rit. Il lui rit littéralement au nez. Il dit que sa fille méritait quelqu'un avec un avenir, avec de l'ambition, pas un fermier reclus qui savait à peine tenir une conversation civilisée. Il dit que Vincent devrait avoir honte de penser qu'il était un parti convenable. Vincent n'essaya plus. Il décida là même que si les gens ne voulaient pas de lui, alors il n'avait pas besoin d'eux. Il retourna au domaine du Roc Noir et y resta. Il construisit une vie qui ne dépendait de l'approbation ou de l'acceptation de personne. Il travaillait dur, s'occupait des terres, vendait son bétail, achetait le nécessaire et retournait à l'isolement choisi. C'était une vie solitaire, admit-il, mais au moins elle était honnête. Il n'avait pas besoin de feindre d'être ce qu'il n'était pas. Il n'avait pas besoin de supporter les regards de jugement ou les murmures méchants. Lorsqu'il finit de parler, il y avait une pesanteur dans l'air. Catherine sentit la colère brûler dans sa poitrine. Colère contre la cruauté désinvolte des gens, contre la façon dont ils avaient jugé un homme bon simplement parce qu'il était différent. Elle dit, la voix chargée d'émotion, que ce père avait été un sot, que Vincent n'était pas défectueux parce qu'il était calme, il était authentique, qu'elle préférait 1000 fois un homme d'actions honnêtes à 100 hommes de paroles vides. Vincent l'observa avec une expression que Catherine ne parvenait pas à déchiffrer complètement. Il y avait de la surprise, mais aussi quelque chose de plus profond, de la vulnérabilité peut-être, comme si ces mots avaient touché un endroit qu'il gardait soigneusement protégé. Il demanda pourquoi elle était si différente des autres, pourquoi elle ne le voyait pas comme tout le monde le voyait. Catherine répondit que peut-être parce qu'elle aussi avait passé sa vie à être vue de la mauvaise manière. Les gens la regardaient et ne voyaient que la beauté. Ils voulaient la posséder comme si elle était un objet décoratif. Aucun d'eux ne se souciait de ce qu'elle pensait, rêvait, ressentait. Vincent était le premier qui semblait véritablement indifférent à son apparence, et paradoxalement, cela le rendait plus intéressant que tous les autres réunis. Il y eut un moment de connexion profonde, silencieux, mais puissant. Deux êtres humains qui avaient été mal compris de manières opposées, trouvant une reconnaissance mutuelle. Vincent dit, presque en chuchotant, qu'elle méritait quelqu'un de mieux qu'un fermier isolé à la réputation ruinée.
Catherine sourit, triste mais déterminée. Elle dit qu'elle déciderait de ce qu'elle méritait. Merci. Si vous aimez cette histoire d'amour véritable, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la fin émouvante. Ils reprirent leur chemin, mais quelque chose avait changé fondamentalement. La barrière entre eux n'avait pas disparu complètement, mais elle avait développé une fissure significative. Et à travers cette fissure, la lumière commençait à passer. Les semaines suivantes, Vincent ne fuit plus. Il était toujours un homme de peu de mots. Mais quand Catherine apparaissait, il ne s'éloignait pas. Il discutait davantage, il racontait la ferme, les défis du travail solitaire, les projets qu'il avait pour agrandir le pâturage. Elle parlait de l'épicerie, des clients intéressants, du livre qu'elle lisait emprunté à l'instituteur. C'était de vraies conversations, pas du remplissage de silence. Et commencèrent les petits gestes. Catherine apportait de la nourriture plus fréquemment, toujours avec une excuse plausible. Il y avait trop de pain à l'épicerie, ce serait du gaspillage de jeter. Sa mère avait fait un ragoût supplémentaire. Ce serait dommage de ne pas partager. Il y avait des douceurs qui ne s'étaient pas vendues. Vincent voudrait-il les emporter? Il acceptait avec une gratitude croissante et commença à rendre l'appareil à sa manière. Il apporta des œufs frais des poules qu'il élevait. Il apparut avec du miel sauvage qu'il avait trouvé dans les bois. Une fois, il apporta des fleurs des champs, un geste si inattendu que Catherine sentit son cœur bondir. Le village observait tout avec un mélange de fascination et de désapprobation. Les femmes plus âgées hochèrent la tête, disaient que Catherine se perdait. Les hommes faisaient des commentaires acerbes sur le fait que Vincent ne connaissait pas sa place, mais le plus vocal dans l'opposition était Jean Tessier. Le fils du forgeron n'avait pas bien accepté le rejet initial, et voir Catherine intéressée justement par l'homme le plus inadéquat de la région était une insulte personnelle. Jean commença une campagne subtile mais persistante pour discréditer Vincent. Il répandait des histoires, certaines vieilles et exagérées, d'autres inventées sur le moment. Il disait que Vincent avait des accès de rage, qu'il cassait des choses quand il était nerveux. Il disait que des animaux mouraient étrangement dans sa ferme. Il disait qu'il faisait fuir quiconque tentait de travailler là-bas par un traitement cruel. Rien n'était fondé, mais la rumeur n'a pas besoin de vérité pour causer des dégâts. Catherine entendait ces histoires, et chacune d'elles augmentait sa détermination. Elle connaissait Vincent maintenant, ou du moins commençait à le connaître. Elle savait qu'il était gentil sous sa couche de réserve. Elle savait qu'il était un travailleur honnête qui prenait grand soin de ses terres et de ses animaux. Elle savait qu'il avait été blessé et avait choisi la protection plutôt que de risquer plus de douleur. Et elle savait, avec une certitude croissante, qu'elle était en train de tomber amoureuse de lui. Le tournant vint par un après-midi de fin juin. Catherine était à l'épicerie quand Jean entra, accompagné de deux amis. Ils étaient visiblement éméchés, bien que ce ne fût que le milieu de l'après-midi. Jean s'approcha du comptoir, où Catherine travaillait, s'appuya lourdement dessus et commença à parler assez fort pour que tout le magasin entende. Il dit qu'il était dommage de voir une demoiselle aussi belle et talentueuse gaspiller son temps avec un homme qui ne savait même pas comment traiter une dame. Que Vincent Dumont était un sauvage, plus bête que Jean, vivant seul dans ses collines comme un loup. Que Catherine se salissait en s'associant avec lui, tachant la réputation de la famille. Qu'elle devrait avoir honte de rejeter des hommes décents pour poursuivre cette créature. Catherine sentit la colère bouillir. Ce n'était pas simplement de la colère pour l'offense envers elle, mais une fureur pour l'injustice faite à Vincent. Elle se redressa, les yeux brillants dangereusement. Elle dit, d'une voix ferme qui coupa à travers le murmure des autres clients, que Jean devrait avoir honte de parler ainsi d'un homme qui valait 10 fois plus que lui. Que Vincent était travailleur, honnête, courageux, décent, des qualités que Jean ne possédait clairement pas. Que si quelqu'un se comportait comme une bête ici, c'était Jean, ivre et irrespectueux en plein jour. L'épicerie tomba dans un silence absolu.
Jean devint rouge, mélange de colère et d'humiliation. Il dit quelque chose d'obscène, un mot qu'un homme décent ne devrait pas utiliser en présence d'une femme. Antoine de la Croix, qui était dans la réserve à l'arrière, entendit et accourut. Il ordonna à Jean de sortir immédiatement, dit qu'il ne permettrait pas ce genre de comportement dans son établissement. Jean sortit en titubant, mais avant, il lança une menace voilée. Il dit que Catherine regretterait d'avoir choisi le mauvais camp. La nuit tomba lourdement ce jour-là. Catherine ne parvenait pas à arrêter de penser à toute cette injustice. Vincent subissait le jugement simplement pour exister différemment. Et maintenant, elle-même était attaquée pour le défendre. Madame Amélie tenta de discuter, une inquiétude sincère sur le visage. Elle demanda si Catherine était sûre du chemin qu'elle choisissait. Elle dit qu'elle n'était pas contre Vincent spécifiquement, mais que sa fille devrait considérer le coût social de s'associer avec quelqu'un d'aussi isolé. Catherine répondit qu'elle comprenait l'inquiétude, mais que pour la première fois de sa vie, elle suivait son cœur au lieu de l'attente des autres. Que Vincent la voyait comme une personne, pas comme un trophée, qu'elle le voyait comme un homme complexe et bon, pas comme une fausse réputation, que si le village n'approuvait pas, c'était le problème du village, pas le sien. Madame Amélie soupira, mais ne discuta plus. Elle reconnaissait cette détermination. C'était la même qu'elle avait eue jeune en choisissant Antoine contre la volonté de sa famille plus aisée. 2 jours plus tard, Vincent apparut au village. Catherine aidait à organiser le stock quand elle entendit son nom être appelé dans la rue. Elle sortit et trouva Vincent debout là, l'expression plus tendue que d'habitude. Il demanda s'il pouvait parler en privé. Catherine accepta immédiatement, marchant avec lui jusqu'aux côtés de l'épicerie où se trouvait une petite cour. Vincent dit qu'il avait entendu ce qui s'était passé avec Jean Tessier. Les nouvelles voyageaient vite, quelqu'un avait raconté. Il semblait angoissé d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il dit qu'il ne voulait pas lui causer de problème, qu'il comprenait si elle voulait garder ses distances, qu'il ne la jugerait pas, que c'était peut-être mieux ainsi, pour son bien à elle, qu'il était habitué à vivre seul de toute façon. Catherine sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Vincent essayait de s'éloigner pour la protéger, sacrifiant la seule connexion réelle qu'il avait eue depuis des années. C'était un geste si caractéristique de lui, si noble et si douloureusement solitaire. Elle fit un pas en avant, diminuant la distance entre eux. Elle dit qu'il ne déciderait pas pour elle, qu'elle était une adulte capable de choisir ses propres fréquentations, qu'elle se fichait des commérages ou de la désapprobation, qu'il comptait pour elle. Les derniers mots sortirent plus bas, plus vulnérables. Vincent resta complètement immobile, les yeux fixés sur elle. Catherine vit la guerre qui se déroulait en lui, visible dans la tension de ses épaules, dans le serrement de sa mâchoire. La peur luttant contre l'espoir, la protection luttant contre le désir, l'isolement sûr luttant contre une connexion risquée. Finalement, d'un mouvement lent et hésitant, Vincent tendit la main. Pas pour serrer la sienne en une salutation formelle, mais simplement en l'offrant. Catherine en comprit le sens. C'était une invitation, c'était un aveu, c'était une reddition. Elle plaça sa main dans la sienne, sentant la chaleur et la force et le léger tremblement qui révélait combien ce geste simple lui coûtait. Vincent dit, la voix rauque, qu'il ne savait pas comment faire ça. Comment avoir quelqu'un? Comment être ce qu'elle méritait? Catherine serra sa main, souriant à travers les larmes qui brûlaient soudainement ses yeux. Elle dit qu'ils découvriraient ensemble, qu'il n'avait pas besoin d'être parfait, il avait juste besoin d'être vrai. Et lui, plus que toute autre personne qu'elle avait connue, était absolument vrai. Ils restèrent là, mains entrelacées, tandis que le monde continuait autour. Ce n'était qu'un petit moment, facilement perdu si quelqu'un clignait des yeux, mais pour eux deux, c'était tout. C'était un choix. C'était une promesse. C'était le début de quelque chose qui les transformerait tous deux d'une manière qu'ils ne pouvaient pas encore imaginer complètement.
Lorsqu'ils se séparèrent enfin, il y avait une nouvelle entente entre eux. Ils n'étaient pas seulement des connaissances, ils n'étaient pas seulement des amis, ils étaient quelque chose de plus, quelque chose qui devait encore être nommé, mais qui était déjà indéniable. Vincent dit qu'il devait retourner à la ferme. Catherine demanda quand elle le reverrait. Il répondit, avec l'ombre d'un sourire qui fit s'accélérer son cœur, que ce serait bientôt, plutôt que d'habitude, et il tint parole. Vincent commença à apparaître avec une fréquence croissante, pas seulement pour des achats nécessaires, mais parfois juste pour voir Catherine. Il restait à l'extérieur de l'épicerie, attendant qu'elle ait une pause dans son travail. Ils discutaient là, sur le trottoir, tandis que la vie du village s'écoulait autour. Les gens observaient, commentaient, mais Catherine ne s'en souciait plus. Et Vincent, lentement mais visiblement, apprenait à ne plus s'en soucier non plus. Il y eut l'après-midi où il la trouva revenant d'une livraison et offrit de la raccompagner. Ils chevauchèrent ensemble, discutant de tout et de rien. Elle raconta le livre qu'elle lisait, une histoire d'aventure dans des terres lointaines. Il l'écouta avec une attention sincère, posa des questions intelligentes qui montraient qu'il se souciait vraiment de ce qu'elle disait. Lorsqu'ils se dirent au revoir, il y eut une longue pause, des regards qui s'accrochèrent, et Catherine pensa pendant une seconde qu'il allait l'embrasser. Il ne le fit pas, mais le presque fut presque aussi puissant. Il y eut le matin où elle alla jusqu'à la ferme apporter des pains frais et trouva Vincent en train de réparer le toit de la grange. Elle resta à observer, admirant la compétence dans ses mouvements, la force de son corps, travaillé par des années de labeur. Lorsqu'il descendit et la vit là, le sourire qui traversa son visage fut rapide, mais transformateur. Il le faisait paraître des années plus jeune, moins marqué par la solitude. Il y eut la nuit de pleine lune, où elle fermait l'épicerie, et où il apparut, disant qu'il avait vu de la lumière encore allumée et voulait s'assurer que tout allait bien. Ils restèrent sur le seuil de la porte, baignés par la lumière argentée, parlant bas pour ne pas réveiller les voisins. Vincent raconta les étoiles, comment il naviguait en les utilisant quand il devait voyager de nuit. Catherine raconta comment sa mère lui apprenait à coudre sous la lumière de la lampe. C'étaient de petites confidences, des morceaux d'eux-mêmes qu'ils s'offraient l'un à l'autre. Et il y avait les contacts. Toujours brefs, toujours respectueux, mais de plus en plus fréquents. Des mains qui se touchaient en passant des objets, des épaules qui s'effleuraient en marchant côte à côte. Une fois, quand Catherine trébucha sur une pierre, Vincent la retint par la taille, la stabilisant. Ils restèrent ainsi une seconde trop longue pour que ce soit accidentel, assez proche pour que Catherine sente la chaleur de son corps, voie les rayures dorées dans ses yeux bruns, remarque la manière dont son regard tombait brièvement sur ses lèvres avant de se détourner. La transformation de Vincent était visible pour qui savait regarder. Il n'était pas devenu soudainement grégaire ou social, mais il y avait un adoucissement de ses bords tranchants. Il saluait d'autres personnes au village d'un signe bref. Il ne fuyait plus les interactions nécessaires. Une fois, il aida même le père Boniface à porter des sacs lourds, un geste simple qui surprit le vieil homme qu'il avait toujours évité. Catherine savait que c'était parce que Vincent redécouvrait que tous n'étaient pas cruels, qu'il y avait de la bonté dans le monde, s'il permettait qu'elle entre. Mais l'opposition n'avait pas disparu. Jean Tessier, spécialement, était devenu de plus en plus amer. Il faisait des commentaires acides chaque fois qu'il voyait Catherine. Il regardait Vincent avec une haine mal dissimulée. Il y eut un après-midi où il bloqua délibérément Vincent à l'entrée de l'entrepôt, faisant un commentaire sur le fait que certains hommes ne connaissaient pas leur place. Vincent ne répondit pas, fit simplement demi-tour et s'en alla. Mais Catherine, qui avait tout vu, marcha jusqu'à Jean et lui dit qu'il devenait pathétique, qu'il devrait continuer sa propre vie au lieu de s'aigrir pour la sienne. La tension culmina par un après-midi de juillet. Catherine rentrait chez elle après avoir visité une amie quand Jean apparut, clairement ivre de nouveau. Il la coinça verbalement.
disant des choses cruelles sur le fait qu'elle se gâchait, qu'elle était trop aveugle pour voir que Vincent ne serait jamais un homme convenable, sur le fait qu'elle devenait un sujet de risée au village. Catherine tenta de passer, mais Jean attrapa son bras, pas avec violence, mais avec une insistance d'ivrogne. C'est alors que Vincent apparut. Il venait de la direction opposée, revenant probablement d'une affaire. Il vit la scène et changea complètement. Il traversa la rue en 3 longues enjambées, saisit le poignet de Jean avec une force qui fit lâcher prise au garçon immédiatement et le fit gémir de douleur. Vincent dit, d'une voix basse mais chargée d'une menace que Catherine n'avait jamais entendue auparavant, que Jean ne la toucherait plus jamais, ne lui parlerait plus jamais, ne regarderait plus jamais dans sa direction, que s'il le faisait, Vincent garantirait personnellement qu'il le regretterait. Il y avait une violence contenue là, pas une promesse vide, mais la certitude absolue d'un homme qui savait user de la force quand c'était nécessaire. Jean blêmit, balbutia des excuses et sortit en trébuchant. Catherine resta là, le cœur battant non de peur mais de quelque chose de plus compliqué. Vincent se tourna vers elle, l'inquiétude remplaçant la colère. Il demanda si elle allait bien, si Jean l'avait blessée. Elle dit qu'elle allait bien, qu'il était arrivé à temps. Elle remercia. Vincent secoua la tête, dit qu'il n'avait pas besoin de remerciements, que la protégée était... Il s'arrêta, ne finit pas sa phrase. Mais il n'y avait pas besoin. Catherine comprit. La protégée était un instinct, était une nécessité, était quelque chose qu'il ferait sans réfléchir. Ils marchèrent ensemble jusqu'à chez elle. Le soleil descendait, peignant le ciel de tons orangés et pourpres. Ils s'arrêtèrent devant l'épicerie, hésitants. Il y avait quelque chose dans l'air, une électricité qui grandissait depuis des semaines, atteignant enfin son point d'ignition. Vincent dit qu'il n'aimait pas l'idée que Jean ou n'importe quel autre l'importune. Catherine répondit qu'il ne pourrait pas toujours être là pour la protéger. Vincent resta silencieux, puis dit, avec soin, comme si chaque mot était pesé avant d'être libéré, qu'il aimerait pouvoir l'être. Catherine sentit sa respiration se bloquer. Elle leva les yeux, rencontrant les siens. Vincent continua, la voix basse mais ferme. Il dit qu'il ne savait pas quand c'était arrivé, qu'il avait essayé de lutter contre parce qu'il pensait que ce serait mieux pour elle, mais qu'il ne parvenait plus à le nier, qu'elle était devenue trop importante, qu'il pensait à elle constamment, que la ferme, qui avant était un refuge suffisant, semblait maintenant vide quand il rentrait seul, qu'il ressentait quelque chose pour elle qu'il n'avait jamais ressenti avant. Ce n'était pas une déclaration fleurie ou poétique. Il n'y avait pas de comparaison romantique ou de promesse élaborée. C'était juste une vérité crue et honnête, offerte par un homme qui ne savait pas mentir ou embellir. Et c'était parfait exactement pour cela. Catherine sentit les larmes brûler, mais c'était des larmes heureuses. Elle dit qu'elle ressentait la même chose, qu'elle le ressentait depuis longtemps, depuis le sauvetage peut-être, depuis qu'elle avait vu la bonté sincère en lui quand tous les autres ne voyaient que ses vérités. Vincent leva la main, hésitant, et d'un toucher léger comme une plume, caressa son visage. Le geste était si doux, si révérencieux, venant de mains si fortes et calleuses. Il dit qu'elle méritait plus que ce qu'il pouvait offrir, mais que si elle le voulait vraiment, il essaierait. Il essaierait d'être ce dont elle avait besoin. Il essaierait d'être digne d'elle. Catherine tint sa main contre son visage, dit qu'il l'était déjà, qu'il n'avait pas besoin d'être autre chose que qui il était déjà. Et alors, finalement, sous un ciel peint par les couleurs du crépuscule, Vincent se pencha et l'embrassa. Ce fut un baiser doux, presque timide, les lèvres pressant avec soin comme si elle était trop fragile. Catherine répondit, ses mains montant vers ses larges épaules, approfondissant légèrement le contact. Vincent fit un son bas dans sa gorge, l'enveloppa d'un bras, l'attirant plus près. Le baiser resta doux, mais il y avait une promesse dedans. De plus, d'avenir, de tout ce que tous deux avaient cherché sans savoir que c'était cela qui manquait. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux respiraient plus vite. Vincent posa son front contre le sien.
les yeux fermés. Il dit qu'il ne savait pas comment cela fonctionnerait. Comment il fonctionnerait avec le village entier contre eux. Catherine répondit qu'il trouverait un moyen, que quand deux personnes tiennent l'une à l'autre pour de vrai, le reste est un détail. Vincent sourit, un sourire réel et complet qui transforma tout son visage. Il dit qu'elle rendait tout possible. Ils restèrent ainsi quelques instants de plus avant que Catherine ne sache qu'elle devait entrer. Ses parents étaient certainement déjà inquiets. Vincent l'accompagna jusqu'à la porte. Ils se dirent au revoir avec la promesse de se voir bientôt, mais tous deux savaient que quelque chose de fondamental avait changé. Ils n'étaient plus juste des connaissances, essayant de comprendre une connexion improbable. Ils étaient quelque chose de nouveau, quelque chose de délicat mais réel, quelque chose qui valait la peine d'être protégé. À l'intérieur, Madame Amélie et Antoine attendaient. Ils virent le visage de leur fille, l'éclat dans ses yeux, et sûr. Amélie soupira, mais sourit. Elle demanda si Catherine était sûre. Catherine dit que plus sûre que n'importe quoi dans sa vie. Antoine observa un long moment, puis acquiesça. Il dit que Vincent semblait un homme honorable, que s'il rendait sa fille heureuse, alors il avait sa bénédiction. Mais il ajouta que le chemin ne serait pas facile, que le village mettrait du temps à accepter. Catherine dit qu'elle s'en fichait. Qu'elle avait appris que l'approbation d'autrui ne valait rien comparée à la vérité de son propre cœur. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Catherine parvint à peine à dormir. Son corps bourdonnait encore du souvenir du baiser, des bras forts de Vincent, de la sensation d'être enfin au bon endroit. Elle pensa à combien la vie était étrange. Des mois auparavant, elle était résignée à rejeter des prétendants sans fin, pensant qu'elle ne trouverait jamais de connexion véritable. Et alors une tempête vint, et une charrette versa, et l'homme que tous évitaient devint son sauveur de manière qui allait bien au-delà du sauvetage physique. Vincent avait sauvé non seulement sa vie, mais lui avait aussi montré quel type d'amour valait la peine d'attendre. Un amour basé sur des actes, pas des mots. Un amour qui voyait au-delà de la surface. Un amour construit sur un sol solide de respect et d'admiration mutuelle. Un amour vrai, rare et précieux. Et quelque part dans les montagnes, au domaine du Roc Noir, Vincent ne dormait pas non plus. Il regardait le plafond sombre de la maison silencieuse qui avait été sa prison volontaire pendant des années, et pour la première fois depuis si longtemps, il ressentait de l'espoir. Catherine de la Croix, la femme la plus admirée du village, l'avait choisi lui, non pas malgré qui il était, mais à cause de cela. Elle avait vu à travers la fausse réputation et trouvé l'homme réel en dessous. Et cet homme, étonnamment, était digne d'amour. Le voyage n'était pas fini. En vérité, il ne faisait que commencer. Mais tous deux savaient, avec une certitude tranquille, que chaque difficulté en vaudrait la peine. Parce que le véritable amour en vaut toujours la peine. Les mois qui suivirent ce premier baiser furent ceux de la découverte et de la croissance. Catherine et Vincent bâtirent leur relation à leur propre manière, ignorant les règles sociales que d'autres couples suivaient religieusement. Il n'y avait pas de chaperon constant lors des visites. Il n'y avait pas de cours formels selon les moules traditionnels. À la place, il y avait de l'authenticité. Vincent descendait au village plus souvent, et quand il venait, il passait des heures à discuter avec Catherine sous le porche de l'épicerie, ou en marchant dans les rues pendant que le soleil se couchait. Il l'emmena connaître le domaine du Roc Noir convenablement. Il montra les champs où le bétail pâturait, le ruisseau cristallin qui traversait la propriété, la vue impressionnante du haut du pic qui donnait son nom au lieu. Catherine voyait la fierté silencieuse dans ses yeux quand il montrait des clôtures qu'il avait réparées, des pâturages qu'il avait rénovés, des améliorations qu'il avait mises en œuvre seul au fil des années. Elle comprenait que Vincent parlait à travers son travail, que chaque barrière bien faite était une déclaration de caractère, chaque animal en bonne santé une preuve de dévouement. Et Catherine le présentait à son monde aussi.
Vincent commença à rester pour dîner chez les Delacroix, initialement rigide et mal à l'aise, mais se détendant graduellement sous l'hospitalité chaleureuse de Madame Amélie et les conversations tranquilles avec Antoine. Ils découvrirent que Vincent avait une connaissance profonde de l'élevage qui impressionnait même Antoine, qui traitait avec des fermiers depuis des décennies. Ils découvrirent qu'il avait un sens de l'humour sec qui surgissait dans des moments inattendus, faisant rire tout le monde. Ils découvrirent que sous la couche de réserve, il y avait un homme complexe et intéressant. Mais Saint-Sébastien-du-Val n'était pas prêt à accepter cette union. La désapprobation, qui avait commencé par des chuchotements, grandit en commentaires ouverts. Les femmes du village, surtout les plus âgées, considéraient cela comme un scandale. Catherine Delacroix, le joyau de la communauté, se gâchait avec un homme inadéquat. On disait qu'elle avait été ensorcelée, qu'elle ne pensait pas droit, que la gratitude pour le sauvetage avait brouillé son jugement. On disait que Vincent avait profité, manipulé une fille naïve, qu'il avait des arrière-pensées. Les hommes étaient pires. Ils voyaient Vincent comme un intrus qui avait obtenu ce qu'aucun d'eux n'avait réussi à avoir. Jean Tessier menait la faction la plus vocale, répandant son venin dès qu'il le pouvait. Il inventait des histoires sur Vincent étant violent, sur de terribles secrets cachés dans sa ferme. Il disait que Catherine se réveillerait un jour et découvrirait son erreur, mais qu'il serait trop tard. La campagne de diffamation était constante et venimeuse. Il y eut un incident en août. Vincent était à l'épicerie achetant des provisions quand un groupe d'hommes, Jean parmi eux, entra. Ils prirent soin de parler fort sur le fait que certains hommes ne comprenaient pas quand ils n'étaient pas les bienvenus. Comment certains n'avaient pas la décence de rester à leur place. Vincent ignora complètement, termina ses achats avec son calme caractéristique et sortit sans donner satisfaction. Mais Catherine vit la tension dans ses épaules, le serrement de sa mâchoire. Cela coûtait cher de maintenir ce sang-froid. Elle tenta de le réconforter après, disant que les opinions de ces gens n'importaient pas. Vincent approuva en théorie, mais elle voyait que cela l'atteignait plus qu'il ne l'admettait. Pas parce qu'il doutait de lui-même, mais parce qu'il craignait que cela finisse par atteindre Catherine. Il dit qu'il ne voulait pas qu'elle soit ostracisée à cause de lui, que peut-être il devrait être plus discret. Catherine refusa catégoriquement. Elle dit qu'elle ne se cacherait pas, qu'elle n'avait pas honte de ce qu'il ressentait, que plus il réagirait au commérage, plus il leur donnerait de pouvoir. Ce fut une décision courageuse, mais elle eut un coût. Certaines clientes commencèrent à éviter l'épicerie quand elles savaient que Catherine était là. Les invitations pour les rencontres sociales entre les jeunes filles du village cessèrent d'arriver. Il y eut même une famille qui fit clairement savoir qu'elle n'approuvait pas, que Catherine donnait le mauvais exemple. Madame Amélie souffrait silencieusement, non parce qu'elle réprouvait sa fille, mais parce qu'elle voyait sa fille blessée par la cruauté d'autrui. Mais pour chaque personne qui s'éloignait, il y en avait d'autres qui soutenaient silencieusement. Madame Lucienne, la vieille amie de la famille, dit ouvertement que Vincent semblait être un homme bon et que Catherine avait raison de suivre son cœur. Le père Boniface commenta qu'il avait toujours trouvé les histoires sur Vincent exagérées, qu'un garçon travailleur et honnête méritait une chance. Même le curé, un homme sage qui connaissait tout le monde au village, mentionna dans un sermon qu'il ne fallait pas juger sans connaître, que les apparences sont trompeuses, que la bonté se cache là où on l'attend le moins. La relation entre Catherine et Vincent s'approfondissait indépendamment de l'opposition extérieure. Ils se connaissaient véritablement maintenant, au-delà des premières impressions et de l'attirance initiale. Catherine découvrit que Vincent aimait lire, qu'il avait une petite collection de livres à la ferme qu'il lisait et relisait lors des nuits solitaires. Il découvrit qu'elle rêvait de voyager un jour, de voir la mer, de connaître des lieux au-delà des montagnes. Elle découvrit qu'il jouait de l'harmonica, un instrument que son père lui avait enseigné, bien qu'il jouât rarement pour quelqu'un. Il découvrit qu'elle peignait des aquarelles, quand elle avait le temps, de petits paysages qu'elle cachait par modestie.
ils partageaient aussi leur vulnérabilité. Catherine admit que parfois elle doutait d'elle-même, que des années à être réduite à son apparence physique lui faisaient se demander si elle avait quelque chose de plus à offrir. Vincent dit avec une conviction absolue qu'elle était la personne la plus intéressante qu'il eût connue, que la beauté n'était qu'un petit détail comparé à son intelligence, sa bonté et son courage. Vincent admit qu'il avait peur de la décevoir un jour, qu'elle se réveille et réalise qu'elle avait commis une erreur en le choisissant. Catherine tint son visage entre ses mains et dit que la seule façon pour lui de la décevoir serait d'abandonner, qu'elle l'avait choisi pour qui il était et que ce choix était solide. Les baisers devinrent plus fréquents, plus passionnés, toujours respectueux, toujours conscients des limites de la bienséance, mais chargés d'un désir croissant et d'une promesse d'avenir. Il y avait des après-midi à la ferme où ils restaient enlacés à l'ombre d'un vieil arbre, parlant de projets. Vincent mentionnait prudemment que la maison principale pourrait être agrandie, qu'il y avait de la place pour construire des pièces supplémentaires. Catherine comprenait ce qu'il suggérait sans le dire, et souriant, commentait qu'elle avait toujours aimé les maisons, avec de grandes vérandas, où l'on pouvait s'asseoir et apprécier le crépuscule. C'était une cour étrange selon les standards du village, mais c'était la leur. Authentique, honnête, construite sur une fondation solide de respect et d'amour véritable, et tous deux savaient que cela cheminait vers quelque chose de permanent. Vincent n'avait pas encore fait de demande formelle, mais c'était une question de temps. Il voulait être sûr que les conditions étaient bonnes, qu'il pouvait lui offrir la vie qu'elle méritait. Ce fut en septembre que tout arriva au point de rupture. Il y avait le bal annuel du village, une célébration du printemps à laquelle toute la communauté assistait. Catherine y allait généralement, plus par obligation sociale que par plaisir. Cette année, elle demanda à Vincent s'il aimerait l'accompagner. Il hésita visiblement. Ce n'était pas un homme de festivité, il détestait les foules. Mais il la regarda, vit l'espoir dans ses yeux et accepta. La nouvelle que Vincent Dumont assisterait au bal se répandit comme une traînée de poudre. La tension était palpable les jours précédents. Certains disaient que ce serait un désastre, qu'il y aurait une confrontation certaine. D'autres étaient curieux, voulaient voir comment serait l'interaction. Jean Tessier et son groupe faisaient des commentaires voilés sur l'audace qu'auraient certains d'apparaître là où ils n'étaient pas désirés. Le soir du bal arriva. Catherine mit sa plus belle robe, un bleu clair qui rehaussait ses yeux. Madame Amélie aida à attacher ses cheveux, laissant quelques boucles libres encadrer son visage. Quand Vincent arriva pour la chercher, il était visiblement mal à l'aise dans des vêtements plus formels que d'habitude, mais il était là. Il était venu pour elle, affrontant une situation qu'il détestait clairement, parce qu'elle comptait pour lui. Ils entrèrent dans la salle ensemble. La musique s'arrêta une seconde. Toutes les conversations cessèrent. Tous les yeux se tournèrent. C'était un moment trop théâtral pour être naturel, mais c'était réel. Vincent et Catherine, ensemble, défiant silencieusement le jugement collectif. Puis la musique reprit, les conversations reprirent, mais à un volume plus bas, tous observant à la dérobée. Vincent était rigide à côté de Catherine, clairement hors de son élément. Elle serra sa main, murmura que tout allait bien, qu'il n'avait pas besoin de rester très longtemps. Ils prirent des boissons, restèrent sur le côté de la salle, observant les autres danser. Quelques personnes vinrent saluer Catherine, ignorant complètement Vincent. D'autres évitaient simplement l'approche. Ce fut Madame Lucienne qui brisa la glace. La vieille dame marcha droit vers eux, salua Vincent chaleureusement, le remercia de prendre si bien soin de Catherine, et dit que c'était bon de voir un jeune couple amoureux. Son soutien public comptait. D'autres personnes plus âgées, respectables, suivirent l'exemple. Bientôt il y eut un petit groupe conversant avec eux, et Vincent, bien qu'encore clairement mal à l'aise, répondait poliment aux questions. Alors la musique changea pour une valse. Catherine regarda Vincent avec attente. Il secoua légèrement la tête, dit qu'il ne savait pas danser. Elle sourit,
dit qu'elle lui apprendrait. Il hésita, mais ne put refuser. Ils allèrent au centre de la salle et Catherine guida gentiment. Vincent était maladroit au début, marchant sur ses propres pieds, mais il avait un rythme naturel qui trouva bientôt la mesure. Ils dansèrent, et Catherine voyait le monde autour disparaître dans ses yeux. À ce moment-là, c'était juste eux deux. Jean Tessier observait de loin, le visage tordu de colère et d'envie. Il buvait lourdement, entouré par les amis qui alimentaient son ressentiment. Quand la musique se termina et que Vincent et Catherine sortirent sur le balcon pour prendre l'air frais, Jean vit une opportunité. Il les suivit, titubant légèrement. Catherine le vit la première, l'expression sur son visage lui serrant l'estomac. Vincent perçut sa tension et se retourna. Jean s'arrêta à quelques pas, les yeux vitreux fixés sur Vincent. Il dit, la voix traînante par la boisson, que c'était courageux de la part de Vincent d'apparaître ici, de feindre qu'il était le bienvenu, de feindre qu'il était digne d'être avec quelqu'un comme Catherine. Vincent ne répondit pas, se positionna simplement légèrement devant Catherine. Jean continua, le venin coulant librement maintenant. Il dit que tout le monde connaissait la vérité, que Vincent n'était rien, n'avait rien à offrir. Que Catherine se réveillerait un jour, réaliserait qu'elle avait gaspillé des années avec lui et qu'il serait trop tard. Qu'elle méritait mieux, quelqu'un avec un avenir, quelqu'un qui pût lui donner la vie qu'une femme comme elle devrait avoir. Si vous êtes ému par cette histoire d'amour véritable, laissez votre like pour que plus de personnes puissent connaître cette fin émouvante. Catherine fit un pas en avant, prête à défendre Vincent comme elle le faisait toujours, mais il la retint d'un toucher doux sur le bras. Pour la première fois depuis qu'il connaissait Jean, Vincent parla. Sa voix était basse, mais portait le poids d'années de silence enfin brisé. Il dit que Jean avait raison sur une chose, Catherine méritait mieux. Elle méritait un homme qui la voie pour qui elle était vraiment, pas pour ce à quoi elle ressemblait. Elle méritait d'être aimée pour sa bonté, son intelligence, son courage, pas pour une beauté que d'autres convoitaient comme une propriété. Elle méritait quelqu'un qui la choisirait tous les jours, pas par convenance ou statut, mais parce que la vie sans elle ne serait qu'une existence vide. Vincent continua, les yeux fixés sur Jean, mais les mots clairement destinés à l'audience plus large qui commençait à se former. Il dit qu'il n'offrait ni richesse ni position sociale. Il ne promettait pas une vie facile ou l'approbation de la société, mais il offrait une honnêteté absolue. Il offrait une fidélité inébranlable. Il offrait un amour construit sur une fondation de respect et d'admiration véritable. Il offrait une vie où elle serait partenaire, pas ornement, où ses opinions compteraient, où ses rêves seraient soutenus, où elle serait libre d'être exactement qui elle était. Et alors Vincent se tourna vers Catherine, ignorant complètement Jean et tous les autres. Son visage était transformé, vulnérabilité et détermination mêlées dans une expression qui l'émut profondément. Il dit qu'il avait passé 8 ans à croire qu'il ne méritait pas de connexion humaine, que la solitude était tout ce que l'avenir lui réservait. Mais alors elle était entrée dans sa vie comme une tempête, littéralement et métaphoriquement, et avait tout changé. Vincent dit qu'elle lui avait montré qu'il n'était pas brisé, juste en attente de quelqu'un qui comprit son langage, qu'elle avait vu à travers les mensonges que d'autres racontaient sur lui et avait trouvé l'homme qu'il était vraiment, qu'elle avait été courageuse quand il aurait été plus facile de suivre la foule, qu'elle l'avait choisi à maintes reprises, malgré tous les obstacles, et que cela était le cadeau le plus précieux qu'il eût reçu de toute sa vie. Il prit sa main, et sous les yeux de la moitié du village, s'agenouilla. Le silence qui tomba fut absolu. Vincent sortit de sa poche un anneau simple, de l'or travaillé, qui avait clairement été fait main. Il dit que ce n'était pas une bague élaborée comme elle le méritait, mais qu'il l'avait forgée lui-même, travaillant le métal sur l'enclume jusqu'à ce qu'il soit parfait, y mettant tout le soin et le dévouement qu'il ressentait pour elle.
Vincent demanda si Catherine l'acceptait comme mari. Il dit qu'il ne pouvait pas promettre une vie sans difficulté, mais qu'il promettait un amour sans réserve. Il promettait d'être un partenaire loyal, un compagnon fidèle, un port sûr dans toutes les tempêtes. Il promettait de la voir vraiment tous les jours. Il promettait de l'honorer, de la respecter, de l'aimer jusqu'à son dernier soupir. Et il promettait de passer le reste de sa vie à prouver qu'elle n'avait pas commis d'erreur en le choisissant. Des larmes coulaient sur le visage de Catherine. Son cœur était si plein qu'il semblait qu'il allait exploser. Elle regarda cet homme, le fermier sévère que tous craignaient, agenouillé vulnérable devant elle, offrant tout ce qu'il était avec une honnêteté dévastatrice. Et elle sut, sans l'ombre d'un doute, que c'était la plus belle demande qu'elle recevrait en 1000 vies. Elle dit oui. Elle le dit de nouveau, plus fort, pour que tous entendent. Oui, oui, 1000 fois oui. Vincent glissa l'anneau à son doigt avec des mains qui tremblaient légèrement, puis se releva et la tira dans une étreinte forte. Catherine s'accrocha à lui, riant et pleurant simultanément. La salle explosa en une réaction mixte. Certains applaudirent sincèrement, touchés par la déclaration. D'autres restèrent choqués, scandalisés. Jean Tessier devint livide, fit demi-tour et sortit en tapant du pied. Mais Catherine ne se souciait plus de rien. Vincent la tenait comme si elle était la chose la plus précieuse de l'univers, et elle le tenait en retour, l'ancrant au monde qui avait tenté si longtemps de l'exclure. Lorsqu'ils se séparèrent enfin assez pour se regarder, Vincent essuya ses larmes avec une gentillesse infinie. Il demanda si elle était sûre, si elle ne regretterait pas. Elle rit à travers les larmes, dit qu'elle n'avait jamais été aussi sûre de rien. Ils quittèrent le bal juste après, pas parce qu'ils furent expulsés ou parce qu'ils fuyaient, mais parce qu'ils n'avaient pas besoin d'être là. Ils avaient tout ce qui comptait l'un dans l'autre. Ils marchèrent dans les rues du village, côte à côte, mains entrelacées, planifiant l'avenir qui était maintenant une certitude au lieu d'un vague espoir. Vincent parlait d'agrandir la maison, de construire la grande véranda qu'elle avait mentionnée. Catherine parlait de planter un jardin, d'avoir enfin de l'espace pour cultiver les fleurs qu'elle avait toujours aimées. Il mentionnait que peut-être ils pourraient voyager un jour, voir la mer qu'elle rêvait de connaître. Elle disait que n'importe quel endroit serait parfait tant qu'ils seraient ensemble. C'étaient des plans simples, mais chargés de promesses et de possibilités. Les préparatifs pour le mariage furent rapides. Aucun des deux ne voulait de célébration élaborée ou de longue attente. Ils fixèrent la date pour octobre, à peine 6 semaines plus tard. Ce serait une petite cérémonie, juste la famille proche et quelques amis véritables. Vincent n'avait pas de famille, mais les Delacroix l'avaient adopté comme un fils. Antoine donna officiellement sa bénédiction, disant qu'il voyait en Vincent des qualités qui comptaient, honnêteté, travail dur, dévouement envers sa fille. Le village restait divisé. Certains trouvaient cela romantique, une histoire d'amour improbable qui avait réussi. D'autres continuaient de désapprouver, disant que Catherine commettait une erreur qu'elle regretterait. Jean Tessier disparut pendant quelques semaines, honteux de l'humiliation publique. Quand il revint, il évitait soigneusement tout endroit où il pourrait rencontrer Vincent ou Catherine. La cérémonie eut lieu par un matin clair d'octobre, un ciel bleu sans nuages. L'église était à moitié vide, seulement ceux qui soutenaient sincèrement l'union. Catherine portait une robe simple, mais magnifique, que sa mère avait aidé à coudre. Vincent portait un costume qui était clairement neuf et inconfortable, mais il était là, les yeux fixés sur la mariée comme si elle était un miracle en marche. Lorsque le prêtre demanda si Vincent acceptait Catherine comme épouse, sa réponse fut ferme et claire. « J'accepte de tout mon cœur ». Quand il demanda si Catherine acceptait Vincent, elle sourit à travers des larmes heureuses et dit « J'accepte, pour toujours et à jamais ». Ils échangèrent des alliances simples, scellèrent leurs vœux par un baiser qui arracha des soupirs aux femmes présentes et même quelques yeux humides aux hommes. Et alors, ils furent mari et femme, Vincent Dumont et Catherine Dumont. La fête fut petite mais joyeuse, chez les Delacroix, avec de la nourriture abondante et de la musique douce.
Vincent était plus détendu que Catherine ne l'avait jamais vu, riant des histoires qu'Antoine racontait, acceptant les félicitations avec une grâce croissante. Elle voyait la transformation se produire en temps réel. Il ne devenait pas une personne différente, mais il permettait enfin à la personne qu'il avait toujours été d'émerger sans peur. Ils partirent pour le domaine du Roc Noir au crépuscule. Vincent aida Catherine à monter dans la charrette, puis monta à côté d'elle. Tandis qu'il s'éloignait du village, Catherine regarda en arrière une dernière fois, pas avec tristesse ou regret, mais avec la sensation de clore un chapitre. Cette vie où elle était admirée mais pas comprise, où la beauté était bénédiction et malédiction, où elle se sentait constamment observée mais jamais vraiment vue, était terminée. Une nouvelle vie commençait, et celle-ci, elle l'avait choisie les yeux ouverts et le cœur certain. La ferme les reçut sous les derniers rayons d'un soleil doré. Vincent avait passé des semaines à travailler pour que tout soit parfait. La maison était propre et rangée, des fleurs des champs dans des vases improvisés, un feu allumé dans la cheminée pour chasser le froid de la nuit. Catherine marcha à travers les pièces, voyant les touches qu'il avait ajoutées, de nouveaux rideaux aux fenêtres, un nouveau tapis dans le salon, jusqu'à une petite étagère qu'il avait construite pour ses livres. Elle se tourna vers lui, une émotion renouvelée brûlant ses yeux. Vincent était appuyé contre le cadre de la porte, l'observant avec une expression douce. Il dit qu'il voulait qu'elle se sente chez elle, que cet endroit était désormais le leur, pas seulement le sien. Catherine traversa l'espace entre eux, enroula ses bras autour de son cou. Elle dit qu'un foyer n'était pas un lieu, c'était une personne. Et il était son foyer maintenant, où qu'ils fussent. Cette première nuit en tant que mari et femme fut intime et précieuse. Vincent était doux, prudent, attentionné, la traitant avec une révérence qui l'émouvait. Catherine s'abandonna complètement, sans réserve, lui faisant une confiance absolue. Et quand ils dormirent enfin, entrelacés sous des couvertures chaudes, tous deux ressentaient une paix profonde, une complétude, comme si toutes les pièces déconnectées de leur vie avaient enfin trouvé le bon arrangement. Les mois qui suivirent furent ceux de l'ajustement et de la découverte. Catherine apprit les rythmes de la ferme, la routine du soin aux animaux, les saisons des semailles et des récoltes. Ce n'était pas une vie facile, cela demandait un travail dur tous les jours, mais elle adorait ça. Il y avait une liberté là qu'elle n'avait jamais expérimentée au village. Elle pouvait se réveiller tôt et observer le lever du soleil sans se soucier de qui la voyait. Elle pouvait travailler au jardin les mains sales de terre sans jugement. Elle pouvait être simplement elle-même. Vincent s'épanouissait aussi. Avec Catherine à ses côtés, la solitude qu'il avait portée pendant des années se dissolvait. La maison qui avait été trop silencieuse avait maintenant des rires et de la musique. Il redécouvrit le plaisir des petites choses, petits déjeuners partagés, conversations sur les plans de la journée, histoires échangées le soir près du feu. Catherine lui apprenait à danser dans la cuisine, sans public critique, juste eux deux, bougeant maladroitement mais heureux. Il jouait de l'harmonica pour elle, des musiques tristes et belles qu'il avait apprises de son père. Elle peignait des aquarelles de la ferme, capturant la beauté qu'elle voyait chaque jour. Ils visitaient le village occasionnellement, ensemble toujours. L'accueil s'améliorait graduellement. Les gens voyaient que le mariage était solide, que Catherine était véritablement heureuse. Certains qui avaient été critiques admirent qu'ils avaient peut-être tort. D'autres acceptèrent simplement la réalité. Jean Tessier finit par se marier avec une fille d'un village voisin et cessa d'importuner. La vie continuait et Vincent et Catherine devinrent juste un couple de plus, pas un scandale constant. Mais à la ferme, loin des yeux curieux, ils construisaient quelque chose d'extraordinaire. Ce n'était pas seulement un mariage, c'était un véritable partenariat. Quand il y avait des décisions à prendre sur la propriété, Vincent demandait l'avis de Catherine et le prenait au sérieux. Quand elle avait des idées d'amélioration, il les mettait en œuvre. Ils travaillaient côte à côte dans les champs,
soigner les animaux ensemble, affronter les défis en équipe. Il y eut une tempête terrible qui abattit une partie du toit de la grange. Ils travaillèrent des jours, sous un soleil de plomb pour réparer. Il y eut un hiver brutal, qui tua quelques têtes de bétail. Ils souffrirent la perte ensemble, mais allèrent de l'avant. Il y eut une sécheresse qui testa leur résilience. Ils économisèrent l'eau, ajustèrent les plans, survécurent. À chaque défi, ils sortaient plus forts, plus connectés. Et il y eut des joies aussi. La première récolte abondante après que Catherine eut aidé à replanifier la distribution des champs. Le jour où Vincent termina enfin la grande véranda qu'il avait promise et qu'ils passèrent la nuit entière assis là observant les étoiles et rêvant. Le matin où Catherine se réveilla et réalisa qu'elle était complètement, parfaitement heureuse, sans réserve ni doute. Le crépuscule où Vincent la tint et murmura qu'elle était la meilleure chose qui fût arrivée dans sa vie, qu'il ne savait pas comment il avait vécu si longtemps sans elle. Les années passèrent. Pas vite, mais pas trop lentement non plus. Elles passèrent simplement, chaque jour apportant son propre mélange de travail, de défis, de petites joies et d'amour constant. Vincent et Catherine vieillissaient ensemble, pas dramatiquement, mais par petits incréments. Quelques rides de rire autour de ses yeux à elle, quelques fils gris sur ses tempes à lui, des mains qui devenaient plus calleuses, mais qui se cherchaient encore constamment. La ferme prospérait sous leurs soins conjoints. Ils s'agrandirent lentement, achetant des terres adjacentes, augmentant le troupeau. La maison gagna des pièces supplémentaires comme Vincent l'avait prévu. Le jardin de Catherine fleurit en une explosion de couleurs qui pouvaient être vues du chemin. Les voyageurs occasionnels qui passaient par la région commentaient la beauté du lieu, la sensation de paix qui émanait du domaine du Roc Noir. Le village changea aussi. De nouvelles générations arrivèrent qui ne se souvenaient pas des vieux préjugés. Pour les jeunes, Vincent et Catherine étaient simplement le couple de la ferme dans les montagnes, connus pour leur hospitalité généreuse et leurs relations solides. Le passé d'isolement et de jugement fut oublié par tous, sauf ceux qui l'avaient vécu. 4 ans après le mariage, par un matin de printemps particulièrement beau, Catherine et Vincent étaient sur la véranda qu'il avait construite. Le café refroidissait dans des tasses oubliées, tandis qu'ils observaient l'aube peindre le ciel de rose et d'or. La brise était douce, portant l'odeur des fleurs du jardin et de l'herbe fraîche. C'était un de ces moments parfaits, petits et communs, mais précieux justement pour cela. Vincent avait un bras autour des épaules de Catherine. Elle était inclinée contre son torse. Il commenta, la voix basse et satisfaite, qu'il n'avait jamais imaginé que la vie pût être ainsi. Si simple mais si complète, si paisible mais si pleine. Catherine sourit, approuva. Elle dit que la tempête qui avait failli la tuer fut en vérité ce qui l'avait sauvée, car elle l'avait menée jusqu'à lui. Vincent embrassa le sommet de sa tête, un geste d'affection devenu une habitude au fil des années. Il dit que chaque choix qu'il avait fait, chaque difficulté qu'il avait affrontée, en avait valu la peine, parce que cela avait mené à ce moment, à cette vie, à cette femme, dans ses bras. Catherine tourna le visage vers le haut, rencontrant ses yeux. Même après des années ensemble, il y avait toujours ce moment de reconnaissance, cette étincelle qui s'allumait quand ils se regardèrent vraiment. Elle dit qu'il avait tout transformé pour elle. Qu'avant lui, elle était perdue dans une mer d'admiration superficielle, se noyant lentement sans s'en rendre compte, qu'il l'avait vue quand elle était invisible, l'avait valorisée quand elle était réduite à une apparence, qu'il lui avait donné non seulement l'amour, mais la liberté d'être authentiquement elle-même, que c'était la plus belle histoire d'amour parce qu'elle était réelle, construite sur la vérité et le respect et le choix quotidien de faire passer l'autre en premier. Vincent n'était pas un homme de beaucoup de mots, il ne l'avait jamais été, mais il dit, avec une conviction absolue qui venait du tréfonds de l'âme, qu'elle était tout, qu'elle avait transformé une ferme vide en un foyer plein de vie, qu'elle avait transformé un homme fermé et blessé en quelqu'un capable d'aimer sans peur, que chaque jour avec elle était un cadeau, chaque nuit une bénédiction.
qu'ils passeraient le reste de l'éternité à remercier le destin, ou Dieu, ou n'importe quelle force qui avait renversé cette charrette dans la tempête et l'avait mise sur son chemin. Ils restèrent ainsi un long moment, tandis que le soleil montait complètement, baignant tout d'une lumière dorée, deux opposés qui s'étaient trouvés contre toute probabilité. Le fermier sévère que le monde jugeait mal, et la femme affectueuse que le monde admirait pour de mauvaises raisons. Ensemble, ils avaient trouvé quelque chose que beaucoup cherchent toute une vie et ne trouvent jamais, un amour véritable, profond, transformateur. Ce ne fut pas une histoire de conte de fées où tout était parfait dès le premier instant. Ce fut mieux que cela. Ce fut une histoire réelle, avec des défis et des difficultés, avec du travail dur et des moments de doute. Mais ce fut une histoire où deux personnes se choisirent l'une l'autre à maintes reprises, où l'amour grandit et mûrit et se renforça à travers le temps et les épreuves. Ce fut une histoire de courage. Courage de Catherine pour aller contre les attentes sociales, pour chercher ce que le cœur voulait au lieu de ce que la société approuvait. Courage de Vincent pour s'ouvrir à nouveau, pour faire confiance après avoir été blessé, pour croire qu'il méritait d'être aimé. Courage des deux pour construire une vie à leur propre manière, ignorant les critiques et les sceptiques. Ce fut une histoire de transformation. Vincent, qui avait passé des années à croire que la solitude était son destin, transformé en mari dévoué et partenaire aimant. Catherine, qui avait passé sa vie entière à être admirée superficiellement, transformée en femme complète et épanouie, vue et aimée pour qui elle était vraiment. Mais par-dessus tout, ce fut une histoire de reconnaissance. Deux âmes qui, à travers des circonstances improbables, reconnurent l'une dans l'autre ce qu'elles avaient cherché sans le savoir. Vincent vit en Catherine une bonté sincère, un courage silencieux, une capacité à voir au-delà des apparences. Catherine vit en Vincent une honnêteté brutale, une force silencieuse, un cœur loyal caché sous la protection d'années de chagrin. Et quand ils se trouvèrent, quand ils se virent vraiment, ils ne purent faire autre chose que d'aimer. Pas avec un amour superficiel basé sur l'attirance physique ou la convenance sociale, mais avec un amour profond basé sur le respect mutuel, l'admiration véritable et le choix conscient de cheminer dans la vie ensemble. Des années plus tard, quand les gens au village racontaient des histoires sur les couples célèbres de la région, ils mentionnaient toujours Vincent et Catherine Dumont. Ils racontaient le sauvetage dramatique dans la tempête, la romance improbable qui avait affronté une opposition féroce, le mariage dont tout le monde disait qu'il échouerait mais qui prospéra. Ils transformèrent cela en légende locale, une histoire que les parents racontaient aux enfants sur l'importance de regarder au-delà des apparences, sur le courage de suivre son cœur, sur la valeur de l'amour véritable. Mais pour Vincent et Catherine, ce n'était pas une légende, c'était simplement leur vie. Et quelle vie c'était! Pleine de travail dur, oui, mais aussi pleine de rires. Pleine de défis, oui, mais aussi pleine de victoires petites et précieuses. Pleine de moments communs qui étaient extraordinaires simplement parce qu'ils étaient partagés. Ils vieilliraient ensemble dans cette ferme des montagnes. Ils verraient les saisons changer des centaines de fois, chaque printemps apportant le renouveau. Chaque été apportant l'abondance, chaque automne apportant la récolte, chaque hiver apportant un repos mérité. Et à travers tout cela, ils sauraient l'un l'autre. Une compagnie constante, un amour inébranlable, un partenariat véritable. Parce qu'au final, ce fut vraiment la plus belle histoire d'amour. Non parce qu'elle fut facile ou parfaite, mais parce qu'elle fut vraie, parce qu'elle fut choisie. Parce que deux êtres humains, chacun portant ses propres blessures et espoirs, trouvèrent guérison et foyer l'un dans l'autre. Vincent Dumont, le fermier sévère et isolé que tout le monde évitait, trouva chaleur et acceptation dans les bras de Catherine. Catherine Delacroix, la femme connue pour être affectueuse mais jamais vraiment connue, trouva quelqu'un qui la voyait complètement et l'aimait pour tout ce qu'elle était. Et ensemble, contre toute probabilité, contre le jugement social et l'opposition vocale, ils construisirent quelque chose qui durerait au-delà de leur propre vie.
Un héritage non de richesse ou de position, mais d'amour authentique. Une preuve vivante que lorsque deux bonnes personnes se rencontrent, rien d'autre n'importe. Ni réputation, ni apparence, ni approbation d'autrui. Seulement l'amour, vrai, profond, transformateur, éternel, et ce fut plus que suffisant. Ce fut tout.